Il y a beaucoup de séries Z de zombies, notamment le Lac des Morts Vivants, qui a la particularité de présenter des zombies nazis, et qui avec aussi des petits éléments érotiques. Il y a un peu une politique du pire. Il y a 3 suicides, 2 mutilations, 3 incestes. Il me semble que dans World War Z, la seule manière pour échapper aux zombies, c'est d'être malade. Non, c'est le bord du pépi. Non. Elle a une façon de filmer cette maison, mais si Joachim Trier avait vu ça avant de faire Sentimental Valley, le film serait totalement autre chose. Le monde zombifié, c'est un monde où tu peux rebattre les cartes, tu peux vraiment inventer de nouvelles règles. Les seules libertés qu'il prend, c'est pour bousiller son scénario. Donc c'est vraiment... Où est-ce qu'il est ? Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman ? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, tout le monde est poursuivi par quelque chose. Chez la cinéaste allemande Mascha Schilinski, la menace est intime, les échos du passé hantent les murs d'une maison de famille. Changement d'échelle avec l'affaire Bojarski, nouveau film de Jean-Paul Salomé, où un faussaire de génie est traqué par le meilleur flic de France. Dans 28 ans plus tard, le Temple des Morts de Nia d'Acosta, on monte encore d'un cran, c'est une armée de zombies qui pourchasse les derniers survivants d'une apocalypse. L'occasion de nous demander en focus du jour si les morts-vivants sont devenus ringards. Celui qui n'est pas devenu ringard, c'est Vince Gilligan. Dans sa nouvelle série Pluribus, c'est carrément l'humanité tout entière qui se lance aux trousses de l'héroïne pour mettre un terme à son individualité sous couvert de bonheur universel. Et tel l'un de ses agents, Félix prônera lui aussi la paix et l'amour en carte blanche. Il nous fera découvrir le documentaire Tarnation. Silence moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et bonjour à tout le monde, on est très nombreux aujourd'hui. Bonjour à Laurent qui réalise techniquement et artistiquement l'émission. Artistiquement non, du coup, parce que c'est vraiment parce que Yuri n'est pas là. Mais techniquement oui. Valentin, Félix, Manon, Alban, Charlie qui viendra nous parler du focus et Rim qu'on accueille pour la première fois. Donc bienvenue Rim. On va commencer comme chaque semaine par le courrier des auditeurs. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela me plaît ? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et alors Félix, est-ce que nos perchés nous ont écrit cette semaine ? Oui, il y en a plein qui nous souhaitent bonne année, donc ça je trouve ça très mignon. Merci à eux. Bonne année. Oui, bonne année aux perchés. Bonne année, tout à fait. L'éternelle Claudine qui nous fait évidemment son petit message hebdomadaire. Elle a beaucoup aimé l'amidale et pour le coup le jarmouche, et ça c'est une impression qui va revenir chez plusieurs de nos perchés. Il y a une impression un peu mitigée, le premier segment visiblement étant le mieux pour elle, mais elle comprend pas trop la balle perdue pour Vicky Krieps. Je sais pas qui. C'est moi, toi. Ouais. Est-ce que tu veux t'expliquer là-dessus ou pas ? Non, mais en fait, c'était pas sur elle, c'était sur les personnages qu'elle incarne. À chaque fois que je l'ai vue au cinéma, c'est certainement une très bonne actrice, mais à chaque fois que je l'ai vue ces derniers temps, elle avait un personnage qui était insupportable. Je me souviens un peu du film dans lequel je l'ai vue, c'était, on l'avait vu tous les deux, Manon, avec Emma McKay aussi. Je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus du titre. Bon, ouais. Voilà, mais j'ai rien du tout contre Vicky. Ah oui, si, c'était un truc sur Sissi l'impératrice, non ? Non. Non, c'était un autre truc, ok, pardon. C'était l'adaptation d'un livre. Ouais, c'était pas bien. Non. Bon bref, il faut regarder. Et c'était Hot Milk. Hot Milk. Et sinon, elle est un peu... Bon là, Yuri est pas là pour se défendre, mais je lis quand même le commentaire. Franchement, Yuri, vous avez aimé La femme de ménage, en plus d'une histoire quelconque vue et revue, la mise en scène est très plate. Heureusement que les deux comédiennes sont sympas. Et détester l'agent secret, j'y reviens. Du coup, moi, je n'ai absolument pas envie de me marier avec vous. Je trouve ça vraiment J'aime bien que maintenant, il y ait des courriers sur qui veut épouser ou non notre cher Yuri. Ensuite, on a quelqu'un qui nous demande si on a vu les films de Man Ray, que Jarmouche, du coup, a mis en musique avec son groupe... SQURL, Squirrel. Vous en pensez quoi ? Donc je sais pas si quelqu'un a vu ça. Bah moi non, pas avec la musique de Jarmouche en tout cas. Ok, d'accord, ça marche. Bon du coup, il a digué. Je connais quelqu'un qui y était et qui a pas aimé, mais c'est tout ce que je peux dire. C'est pas très je dirais rien. Et je dirais pas qui c'est. Et sinon, on a quelqu'un qui nous écoute beaucoup, qui est qui fait partie des 600 personnes qui ont la perche dans le top 5, et qu'elle aime beaucoup. Voilà, elle aime beaucoup nous écouter malgré le désaccord, les désaccords très qu'elle a très fréquemment avec nous. Et notamment cette semaine, du coup la semaine dernière, elle a été étonnée de notre relative bienveillance envers le dernier Jarmouche, qui lui a paru très superficiel et ennuyeux en dehors de la première partie, du coup, un peu comme d'accord avec Claudine. Surtout quand on compare votre réaction à un autre film sur la famille que vous avez unanimement détesté. C'était Valeurs sentimentales. Bah non, t'as pas été tant emballé que ça par le Jarmouche, t'as même dit que t'étais grave déçu. Ah oui, moi je trouve que j'ai pas du tout été tendre avec le film, donc peut-être qu'elle Moi j'ai été trop tendre, moi j'ai été beaucoup trop tendre d'ailleurs. Avec le recul, je trouve que t'as été bien tendre.
Donc, Ça va, je vous donne reculons. raison, madame. C'est pas ça l'expression, mais on se comprend. Et ensuite, on a quelqu'un qui est d'accord avec toi, Elisabeth. J'ai le travers de prendre une série en marche puis raccrocher les wagons au lieu de remonter sagement directement au premier épisode. Donc vous êtes 2 à avoir ce toc Ah visible. oui, j'ai reçu des MP, donc je ne suis pas seule. Vous Et êtes une j'en suis dizaine, ravie, on est c'est probablement- déjà pas mal. Eh ben, écoute, j'en suis très contente. On va passer au box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces 4 Laurent, alors qui trône au sommet de ce box-office ? Eh bien, sans surprise, c'est toujours Avatar hein, qui continue dans sa lignée de première place, qui fait quand même 729 000 entrées, mais une variation de moins 55%, ce qui est quand même beaucoup, avec un cumul à 7 millions 3, bientôt 4, ce qui est quand même un joli carton. En France, probablement une des plus grosses réussites de l'année. Même non, c'est sorti l'année dernière en plus, donc ça va être... Enfin bref, c'est une des plus grosses sorties à mon avis. La femme de ménage, hein, qui continue toujours, qui passe en 2e cette semaine. 684 000 entrées pour un cumul à presque 3 millions, ce qui est quand même beaucoup pour un film dont on s'attendait pas forcément qu'il marche aussi bien. Mais bon, si vous avez écouté Yuri, vous devriez y aller. Et enfin, Zootopie 2, hein, qui est toujours là. 3e place, 318 000 entrées pour un cumul à 7 millions 7. C'est du gros Disney, c'est assez logique, mais enfin, ça reste quand même un des Disney qui clairement a le mieux marché. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Petite déception pour Los Tigres, dont on a dit du bien la semaine dernière, qui fait que 22 000 entrées pour un cumul à 63 000. Allez bien, peut-être allez le voir. ce petit film espagnol dont on a dit beaucoup de bien. Voilà. Merci Laurent. Manon, petit point sur les Golden Globes qui se sont tenus il y a 2 nuits, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que c'est ça aussi. Alors c'est vraiment un point improvisé parce que je n'ai pas regardé les Golden Globes et je n'ai pas particulièrement suivi. Mais si, en revanche, j'écoute un podcast qui suit les coulisses des Golden Globes d'une journaliste qui s'appelle Anaïs Bordage, qui est une journaliste française et qui en fait est votante aux Golden Globes parce que ce sont des journalistes internationaux. Et donc elle a été à Los Angeles 2 fois et elle a couvert tout ça et c'est super intéressant d'avoir les coulisses. Du coup, Et comment s'appelle le podcast ? Il s'appelle Anaïs se fait des films. Très bien. Je sais pas si je fais le juste tu nous donnes les grands titres, oui, le palmarès. Peut-être pas complet parce que ça va être un peu long, mais le meilleur film dramatique qui n'est donc pas encore sorti en France, c'est Hamnet, qui a gagné, le film de Chloé Zhao. C'est également Sur la semaine prochaine ou la semaine d'après, ouais, c'est ça. C'est également son actrice principale, Jessie Buckley, qui a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, et ça on est très contente parce que c'est une actrice absolument formidable, je trouve. J'ai pas encore vu sa performance, mais elle est géniale dans tout ce qu'elle fait. Meilleur acteur dans un film dramatique, c'est Wagner Moura pour L'Agent Secret. Ça, on est ravis. Côté, alors ils mettent toujours dans la même catégorie film comique ou musical, c'est Timothée Chalamet pour Marty Supreme, qui est quand même bien parti aussi lui pour avoir l'Oscar après ça. Meilleure actrice dans un film comique et musical, je suis trop contente, c'est Rose Byrne pour If I Had Legs I'd Kick You. Pas vu le film non plus, mais je trouve que c'est une actrice comique exceptionnelle, donc je suis trop contente qu'elle soit. Il n'est pas encore sorti en France ? Récompensée, non, je crois pas encore. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Stellan Skarsgård pour Valeurs sentimentales. On n'a pas beaucoup aimé le film, mais sa performance est effectivement assez notable. Lui, c'est un bon acteur, et en quoi plus, qu'il arrive. il y a des, je sais pas si vous avez vu, mais la photo de lui qui est en train de manger globalement. Enfin, regardez Stellan Skarsgård en train de manger et la photo est géniale. C'est un des meilleurs trucs des Golden Globes avec Sean Penn qui fume. Ah, ça, j'ai pas vu. Un autre truc des Golden Globes qui était chouette aussi, c'est le discours de Teyana Taylor, l'actrice de Une bataille après l'autre, qui a eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle, qui a fait aussi un très beau discours. Meilleure réalisation, sans surprise, c'est Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre. Et puis après, on part dans les Oscars les Golden Globes un peu plus techniques, avec la meilleure BO, c'est pour Sinners. La meilleure chanson originale, c'est Golden pour K-pop Demon Hunter. Meilleur film en langue étrangère, c'est L'Agent Secret. Meilleur film d'animation. Quand il y avait Sirat et et Valeurs sentimentales. Et un simple accident en face, quand même. Ouais, c'est lourd quand même. Je crois qu'il y a beaucoup de votants brésiliens, il me semble, aux Golden Globes. Et du coup, je pense qu'ils font beaucoup de lobbying derrière. C'était la même chose l'année dernière, je me souviens. Ouais, parce que c'était déjà un film brésilien. Oui, c'était. On avait parlé que c'était d'ailleurs un peu décevant, mais. Je suis toujours là, ouais. C'est vrai. Meilleur film d'animation, on est déçu pour Arco, mais c'est K-pop Demon Hunters qui l'a eu. Et puis bon, après c'est vraiment. Là, il y a maintenant un Golden Globe, je sais pas s'il existait avant, du Cinematic and Box Office Achievement. Je ne sais pas ce que c'est. Sinners. Et après c'est les séries. Je sais pas si je peux dire quelques trucs sur les séries. Meilleure série dramatique, c'est The Pitt. Meilleure série comique, c'est The Studio. On est super contents. Meilleure mini-série ou anthologie, c'est Adolescence. Meilleur acteur, série dramatique, c'est Noah Weil pour The Pitt. Meilleure actrice dans une série dramatique, c'est Rhea Seehorn pour l'actrice de Pluribus,
Meilleur acteur dans une série comique, c'est Seth Rogen pour The Studio. Meilleure actrice dans une série comique, c'est Jean Smart pour Axe. Meilleur acteur dans une mini-série, c'est Stephen Graham pour Adolescence. Et meilleur second rôle pour une série dramatique, c'est Owen Cooper aussi pour Adolescence. Oui, et ça, j'ai une vraie question de pourquoi il considère que du coup, l'adolescent dans Adolescence, c'est un second rôle, mais premier rôle, ouais, c'est un peu le premier rôle, mais je pense que c'est juste parce qu'il est plus jeune et qu'il voulait quand même nominer parce que Stephen Graham. normalement, je pense qu'il vote épisode par épisode. Et que du coup, il est pas dans les 4. Il est second rôle dans un des épisodes et qu'il a dû avoir son rôle de second, enfin il a dû avoir son meilleur second rôle pour son second rôle dans cet épisode. C'est souvent un peu comme ça que ça marche. Après c'est le plus jeune lauréat, je pense qu'il est absolument ravi, il a fait visiter déjà ses rôles, déjà stars, mais je trouve ça un peu étrange quand même qu'il soit pas en premier rôle, mais bon. Et gros strike pour Adolescence parce qu'ils ont également eu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour Erin Doherty. Voilà. Et il y a aussi un Golden Globe, alors ça sera cool pour, je pense que Rita est contente, mais du meilleur podcast, et c'est Amy Poehler qui l'a eu pour son podcast. Ouais, elle était trop ravie, elle a fait un petit post Instagram. Elle l'écoute beaucoup. Et merci pour ça. On a parlé, Rim, de Bellatar la semaine dernière. Félix a mentionné qu'effectivement il était décédé. Tu voulais remettre un petit mot sur le cinéaste hongrois qu'il était? Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais juste préciser pour les Parisiens que aujourd'hui commençait une petite rétrospective, petite parce qu'elle ne présente que 7 des 10 films réalisés par Bellatar, donc au Reflet Médicis. Et ce cycle permet notamment de découvrir ou redécouvrir les premières armes cinématographiques de Bellatar, savoir ses 2 premiers films qu'on connaît en général assez peu par rapport au reste de son œuvre, donc Le Nid familial 1979 et L'Outsider 1981, qui sont 2 films à l'esthétique complètement opposés à ce qu'il fera après. Ce sont des films en couleur, où le verbe est très présent, caméra à l'épaule, cadrage serré, qui ne dure que 2 heures. Donc, finalement, qui sont très profondément ancrés dans la Hongrie communiste dans la décennie avant la chute du mur, et qui disent beaucoup, en fait, de ce pays, de la société à ce moment-là, avec un discours aussi très critique, très politique, que je trouve vraiment très intéressant. Donc, si vous êtes à Paris et peut-être ailleurs, d'autres cinémas le font sûrement aussi. Ouais, désolé, j'ai pas bien suivi. C'est des films de quelle année à peu près, quelle époque? 79 pour le premier, Le Nid familial, et 81. D'accord, ok. Donc vraiment la fin du communisme là-bas. Voilà, okay, tout à fait. Et puis avant donc le tournant que sera Damnation en 88 pour le virage esthétique. Et donc c'est au Reflet Médicis qu'on peut découvrir ces 2 films. Et Rim, on inaugure une nouvelle rubrique qui s'appelle Révistes et classiques. Et pour ce premier épisode, tu as envie de nous parler de In the Soup d'Alexander Rockwell. Oui, tout à fait. Alors, In the Soup, c'est un film donc réalisé par l'américain Alexander Rockwell. Donc, c'est son 4e long métrage sur une série d'une douzaine de films qui sont sortis en France de façon assez confidentielle. Mais In the Soup a fait un petit peu et un peu à part parce qu'en fait, c'est un film qui a eu à sa sortie un assez grand succès, enfin un succès en tout cas, un petit succès puisqu'il a été lauréat du Grand Prix de Sundance en 92 et puis le film est ensuite tombé un peu dans l'oubli. Voilà, oubli dont il est sorti le 7 janvier en tout cas en France puisqu'il ressort dans une copie, il est ressorti dans une copie restaurée par le distributeur Contre-Jour Film qui est une toute jeune société de distribution. Donc Alexander Rockwell, pour le situer, c'est une figure du cinéma underground new-yorkais des années 80-90. Il évolue à ses débuts dans un petit groupe rattaché au mouvement No Wave. Donc qui a duré une dizaine d'années, grosso modo du milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, et dont faisait partie notamment des réalisateurs un peu obscurs aujourd'hui comme Vivian Dick, Eric Mitchell, Amos Poe, ou moins obscur, Jim Jarmusch à ses tout débuts avec Permanent Vacation. Voilà, donc ces réalisateurs des marges en fait faisaient un cinéma un peu punk, faisaient des films avec 3 fois rien, souvent dans l'urgence et hors de tout circuit de production traditionnel, ce qui leur permettait de laisser libre cours à leurs expérimentations. Et c'est comme ça en fait qu'Alexander Rockwell commence le cinéma, hein, puisque après avoir roulé un peu sa bosse un peu partout, notamment à Paris, il retourne à New York à la vingtaine, il est fauché, et pour pouvoir acheter de la pellicule, il vend son saxophone en postant une petite annonce. Petite annonce à laquelle répond un dealer, Joe, qui se prend d'affection pour lui et va finalement lui proposer de financer son premier film, Lens, donc qui sort en 82 et qui est d'ailleurs sorti en France.
Donc Ça, Rockwell, c'est- en fait... Ça, c'est underground. Ça, c'est Ouais. New York des années 80, ça, c'est celui qu'on aime. C'est sérieux. En effet. Et bon, l'histoire est tellement belle que finalement, il s'en inspire pour écrire In the Soup, puisque donc ce film raconte les déboires d'un apprenti réalisateur new-yorkais, Adolfo Rollo. Donc ça fait très Groucho Marx comme et donc qui est interprété par Steve Buscemi, qui rêve de réaliser un film exigeant, un vrai film, un film d'auteur, quoi, loin de l'industrie, enfin des contraintes de l'industrie cinématographique. Mais Adolfo, il passe plus de temps à rêver son film qu'à faire en sorte de pouvoir le réaliser, de trouver des moyens de le faire. Et donc, il finit par poster une annonce pour vendre son scénario de 500 pages au plus offrant. Et c'est un mafieux, Joe, donc interprété par Seymour Cassel, qui répond à l'annonce et le début des ennuis commence pour Adolfo. Alors, le film se présente comme un enchaînement en fait de situations toutes plus cocasses les unes que les autres. Et où le personnage principal finalement se retrouve embarqué malgré lui dans des combines pour pouvoir trouver de l'argent pour financer son film. Et Seymour Cassel incarne un mafieux vraiment absolument, extrêmement sympathique et vraiment d'une très grande drôlerie. Il fait vraiment le film pour moi, même si en même temps parce qu'il a aussi ce côté très ambigu, parfois inquiétant, puisque on se demande s'il a vraiment de la sympathie, veut vraiment aider Steve Buscemi, ou si au contraire il veut l'embobiner quelque part. Voilà, mais je pense que là c'est vraiment un des meilleurs rôles de Seymour Cassel, donc rien que pour sa performance, le film vaut le coup. Le film vaut aussi beaucoup pour sa galerie de personnages secondaires, en fait, qui sont complètement décalés et loufoques, qui viennent ponctuer le film et qui ravivent pour moi un petit peu la tradition des seconds rôles dans le cinéma classique des années 50, dans la comédie, voilà, avec des personnages secondaires forts. Alors la galerie est assez longue, et puis aussi petite chose à remarquer, souvent interprétée par des acteurs qui étaient complètement inconnus à l'époque et qui auront une carrière après. Donc Rockwell avait un peu du flair. Je citerai rapidement, alors bon, ils sont connus. Jim Jarmusch et Carol Kane en producteurs un peu louches, voilà, excentriques. Mais on voit aussi Stanley Tucci en amant français sous Paulet. Français, voilà, qui s'appelle Grégoire. Il y a des personnages de propriétaires aussi de l'appartement dans lequel vit Buscemi, qui sont une sorte de Laurel et Hardy, très très drôles, qui croient faire peur et puis qui font peur à personne, en fait. Voilà. Ou encore, alors moi mon préféré pour finir sur les personnages, Will Patton qui joue le frère de Joe, donc Skippy, qui est un gangster lui terrifiant mais hémophile et qui se met à saigner au pire moment. C'est assez drôle. Ouais. Donc au-delà de l'aspect comique des situations, le film pose des questions finalement très intéressantes, je trouve, sur la création et l'intégrité artistique, en fait, et pose la question notamment de savoir jusqu'où on est prêt, et même jusqu'où il est acceptable d'aller pour son art sans finalement se compromettre son intégrité artistique, mais aussi presque physique dans le film, si vous le voyez, social. Et finalement, voilà, jusqu'où peut-on porter l'étendard de l'intégrité artistique pour par rapport aux contraintes de la réalité, en fait. Donc, au début du film, le personnage de Buscemi est justement complètement affolé par toutes les situations qui lui arrivent, et puis petit à petit, il va se prendre au jeu face au charme, à la bonhomie de Seymour Cassel, et finalement, on se demande. Enfin, le personnage se demande pourquoi finalement pas s'arranger avec les convenances et la loi. Voilà, puisque quand on se heurte à des difficultés qui paraissent insolubles, oui, autant franchir la ligne jaune. Voilà, c'est un peu la question que pose le film et qui est assez. Ouais. Alors ce pragmatisme, il est aussi, et je finirai un peu sur cette idée, il est aussi révélateur du contexte social et historique dans lequel le film est fait, puisque à ce moment-là, le rêve américain commence à se fissurer vraiment, disons, après une décennie de désindustrialisation forcenée, un chômage croissant, des inégalités sociales toujours plus fortes. Le film d'ailleurs montre des personnages qui galèrent. Adolfo enchaîne les petits boulots toujours plus ingrats pour pouvoir payer son loyer. Sa voisine de palier, donc Angelica, qui est incarnée par Jennifer Beals et dont il est amoureux transi, elle trime dans un diner, tout en s'occupant de sa famille très nombreuse. Enfin, donc et puis même Joe, en fait, finalement, qui est truand par amour de l'art, mais aussi peut-être par nécessité. Voilà. Donc finalement, Adolfo, c'est un doux rêveur qui s'accroche à ses illusions
pour arriver à avancer. Son inaction initiale, puis finalement la manière dont il se met en mouvement, constituent des gestes vraiment politiques, en fait, éminemment politiques, face à une violence sociale sourde, mais qui est bien présente. Voilà, donc le film joue d'ailleurs sur cette contradiction via son esthétique, avec un noir et blanc réalisé sur une pellicule Kodak particulière, et donc qui donne un aspect vaporeux parce que très contrasté. Voilà, et donc qui donne un côté un peu qui joue sur cet aspect d'immatérialité finalement, et finalement aussi par une mise en scène qui joue sans cesse sur la distance entre les personnages et les illusions dont on se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas finalement tout à fait dupes. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce film, qui est un premier film dans un cycle qui devrait comporter 5 autres films qui sortiront cette année. Donc, et dans quel cinéma il est diffusé, In the Soup ? Alors à Paris, il est diffusé à la Filmothèque et à l'Archipel. Et très bien. On se rendra à l'Archipel et à la Filmothèque pour découvrir In the Soup. Merci beaucoup. Rim, le premier film dont on débat ce soir, c'est Les Échos du passé de Mascha Schilinski. On écoute la bande-annonce. Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen. Quatre jeunes filles à 4 époques différentes passent leur adolescence dans la même ferme au nord de l'Allemagne, alors que la maison se transforme au fil du siècle. Les échos du passé résonnent entre ces murs et malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répondre. C'est le pitch donc Manon des échos du passé, le film de Mascha Schilinski dont on vient d'entendre la bande-annonce. Vous l'avez vu tous les deux avec Valentin, vous en êtes pas complètement sortis indemnes. Ouais, c'est vraiment un film qui est très violent, qui est très âpre, qui est très aride, mais qui est pas austère, je trouve. C'est un film allemand qui se passe sur un siècle dans une ferme en Allemagne. Ça dure plus de 2 heures. Voilà, moi en plus dans ma salle il faisait -1000, donc on était tous avec le manteau. Donc c'était vraiment des conditions de visionnage en accord avec le sujet finalement. Oui, ça te mettait dans l'ambiance. Ouais, ça met dans l'ambiance, ouais. Mais moi, j'ai vraiment énormément aimé ce film. Enfin, je suis vraiment admirative, quoi. Je le trouve vraiment virtueuse. Elle a une façon... Prix de la mise en scène ex aequo avec Sirat au dernier Festival de Cannes. C'est un deuxième film hyper ambitieux. La réalisatrice, prix du jury. Elle est assez prix jeune. du jury, pardon. Prix du jury, ouais. Valentin me regardait en mode t'as dit une connerie. J'avais un doute. T'avais dit quoi? T'as dit prix de la mise en scène? J'ai dit prix de la mise en scène, c'est totalement prix du jury. Je sais que moi j'avais entendu jury, mais bon, peu importe. Mais pour le coup, il aurait pu presque avoir le prix de la mise en scène. Il aurait dû, je pense. Parce que, ouais, franchement, la mise en scène, elle est vraiment virtueuse. Ça se passe quand même beaucoup. Alors, c'est pas un huis clos dans cette maison. Hein. On en sort de cette maison plutôt à l'époque de nos jours, quoi. Mais elle a une façon de filmer cette maison. Mais si Joachim Trier avait vu ça avant de faire Sentimental Value, le film serait totalement autre chose. Parce que vraiment, il y a des cadrages qui changent en fonction des époques, des mouvements de caméra hyper agiles pour suivre ses enfants. Pendant 2 heures, il n'y a pas 2 fois le même plan et 2 fois le même cadre pour filmer cette maison. Enfin, je trouve ça assez dingue. C'est un film très violent, en fait. Ça parle vraiment des traumas et de la violence transgénérationnelle. Clairement, moi, je suis en train de lire le livre d'Adèle Lyon en ce moment, donc ça se répond quand même pas mal. C'est vraiment le sujet du moment. Mais c'est vraiment un puzzle, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend pas tout à fait qu'est-ce qui se passe, enfin, quels sont vraiment les liens entre c'est vraiment que sur les femmes, quasiment. Mais c'est pas forcément la descendance directe. Je pense que voilà, il y a un arbre généalogique un peu plus compliqué que ça. C'est donc un puzzle, on comprend pas tout. Moi, j'ai pas tout compris, mais je pense qu'il faut accepter. Si on accepte en fait de se laisser aller comme ça, c'est un film qui est aussi hyper, je trouve, malgré sa violence hyper sensorielle, presque un peu sensuelle par moments, si je peux me permettre le mot. Et moi, j'ai vraiment été assez saisie et j'ai vraiment aimé. J'ai une petite question. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu la pièce de théâtre Forêt de Wajdi Mouad. Est-ce que c'est un peu, non, vous l'avez pas vu? J'ai pas encore vu Les Échos du passé, mais ça, en termes de pitch, etc., et de positionnement. Moi, j'ai juste une question pour bien comprendre. Donc, c'est 4 générations. 4. Ouais, 4 générations dans une même maison. Ouais. Dans une même ferme. Qui parle de trauma. Parce que du coup, c'est vraiment le livre de Mauvigné qui vient de sortir avec le Goncourt. Je pense que il y a des liens. Je l'ai pas encore lu, il est sur ma Mais il est cité dans quelques papiers, dans quelques critiques. Okay. Moi, je trouve que on imaginerait totalement ce film en livre. Enfin, c'est-à-dire que ça pourrait totalement être un roman. Ça s'y prête à 100%. Et je voulais rebondir sur un autre truc que tu disais. Le trauma intergénérationnel. Je sais plus. Moi, j'avais peur de voir un peu un woman talking bis dans le côté austère et les femmes qui souffrent et tout. Et je trouve pas du tout. Il y a vraiment, je trouve, quelque chose quand même de très vivant et très, selon moi, dans ce film que j'ai aimé.
Valentin, toi tu l'as vu ce matin ? Ouais. T'en es remis ? Oui, ça va. En fait, c'est difficile parce que je pense que le film est compliqué en fait. Donc c'est un film qui demanderait plus de décantation parce que là, je pense qu'on est un peu à chaud et c'est compliqué d'aller vraiment se saisir du concept du film parce qu'il y a un concept et de toutes ses ramifications esthétiques, etc. Je trouve que effectivement, c'est un film qui est, pour dire les choses comme ça, parce que je voudrais pas qu'on déforme ce que je vais dire après. C'est un film qui est très au-dessus de la moyenne pour moi. Enfin, je trouve je pense un très bon film. J'ai pas passé un bon moment parce que je pense que le film ne peut pas te faire passer un bon moment. Il y a des choses qui sont très belles, notamment effectivement les transitions parce que elle doit forcément passer d'une époque à l'autre et elle trouve toujours des moyens de le faire. Et t'as cité un plan, je crois, au début du film où on suit des petites filles qui courent en fait, qui se font poursuivre par la gouvernante ou par, je crois que c'est ça. Et en fait, en les suivant à un moment, en fait, on suit une petite fille et on se retrouve en suivant cette petite fille transportée dans l'époque d'après et par une transition. Je sais pas trop comment ce qu'elle a fait sur le truc. Le montage est assez admirable. Il y a une coupe film, qui est bien faite et qui permet de manière hyper fluide de passer d'une pièce à l'autre et d'une époque à l'autre. Et c'est assez saisissant parce que le film joue là-dessus. Ouais, et ce qu'il faut préciser, que c'est pas 4 morceaux, 4 époques. Enfin, c'est pas linéaire, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des sauts, des retours en arrière tout le temps, en fait, dans le film. Après, effectivement, il y a des trucs de mise en scène que je trouve du coup géniaux. Il y a des trucs que je trouve moins réussis et notamment en fait justement sur cette idée de trauma, je trouve qu'il y a un peu une ambiguïté dans le film parce que elle fait comme si effectivement je sais pas si c'est la maison, si c'est l'époque, si c'est le fait d'être une femme en fait le message étant toutes les femmes ont été violentées à un moment et donc ça se répond et parfois même en fait on se rend compte que c'est des périodes futures qui influent sur des périodes passées, c'est-à-dire qu'on se rend compte que typiquement tout le climat incestuel, l'espèce de sensualité un peu poisseuse qui plane sur le début du film dont on comprend pas très bien où elle va, en fait, on comprend qu'après, en fait, c'est parce qu'il y a eu un inceste dans la génération suivante que, en faisant un flashback, en fait, ça joue sur le personnage dans le passé. Donc, il y a une espèce de truc de sociologie un peu, comportemental, c'est en gros vous êtes traumatisé donc vous agissez parce que vous avez cette cause là en vous qui vous fait agir de cette manière là et donc il y a une espèce de truc tragique et en même temps c'est pas que descendant en fait non et ça peut remonter ouais exactement ça va dans tous les sens et le truc c'est que je trouve que parfois dans sa mise en scène elle raconte autre chose, c'est-à-dire que notamment dans l'utilisation des voix off qui moi m'a beaucoup gêné, c'est-à-dire que parfois pour je pense rendre son film plus explicite elle s'en remet à des voix off. Alors elle joue avec qui parle et donc du coup le point de vue parce que c'est pas tout le temps la même petite fille ou la même femme qui parle. Donc on doit en tant que spectateur se repositionner, mais assez rapidement on chope le truc et du coup moi je trouve que le film explique beaucoup de choses. Là où j'aurais préféré qu'il laisse les choses se faire et qu'en fait, quitte à jouer la carte de l'hermétisme, il y aille jusqu'au bout. Ça, c'est un truc qui m'embête. Et notamment dans l'utilisation du son que j'ai vu beaucoup saluer aussi dans les critiques. Je trouve que certes, il y a un travail qui est extraordinaire dans les textures de son, dans les niveaux, enfin, c'est vraiment ciselé. Mais je trouve que l'utilisation du son très régulièrement, pour nous faire sentir qu'il y a une malédiction qui s'abat sur ces femmes, elle a un procédé type qui est de mettre d'assourdir l'image, c'est-à-dire qu'en fait on n'entend plus le son de l'histoire, de la digeste, du dialogue, etc. Et en fait on entend une sorte de bruit blanc, quoi. Et je trouve que c'est très grossier par rapport à ce qu'elle veut raconter, c'est-à-dire qu'il y a un fantôme et ce fantôme il fait un bruit blanc, quoi. Et du coup, je trouve que le film, parfois, il est un peu lourdingue et c'est un truc qui moi aussi m'a gêné. Je me suis dit que la séance pouvait pas être confortable. Et ça, je pense que c'est un truc effectivement qui est logique, mais il verse un peu vers quand même une filiation un peu à la Haneke quand même, il faut dire les choses. Et donc, il y a un peu une politique du pire. C'est-à-dire que sur la dernière heure, il y a 3 suicides, 2 mutilations et 3 incestes. Enfin, il y a un truc un peu de... Ouais. Et à la fin, je me dis, ça fait beaucoup, notamment la dernière scène. Je me suis dit, bon, là, n'en jetez plus, la coupe est pleine, quoi. Laissez cette petite fille tranquille. On n'avait pas besoin de ça pour avoir l'idée. Donc, je suis un peu aussi resté en dehors, je pense, à cause de ça. C'est-à-dire que je pense qu'elle rend son film mal aimable à dessein. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis parfois, enfin même tout le temps, complètement allergique à la surenchère de violence, surtout quand elle accable les femmes comme ça. Mais là, je trouve que c'est, je l'ai pas tant senti que ça parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très suggérées. Le titre en anglais est quand même beaucoup, c'est Sound of Falling, le titre en VO qui est plus équivoque parce il y a quand même beaucoup de chutes dans ce film. Il est un peu plus équivoque. Mais ouais, non, moi j'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses suggérées que ça m'a pas tant dérangé que ça. Et la voix off, je trouve que, en fait, il est effectivement tellement. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'on comprend pas dans ce film. Je trouve que la voix off, moi, elle m'a quand même plutôt aidé à me raccrocher même et à comprendre, à raccrocher un peu les wagons. Sans elle, franchement, je pense que j'aurais été assez paumée. Donc moi, pour le coup, je l'ai trouvé plutôt utile dans ce film-là. Je me suis questionné justement sur la structure du film parce que j'ai l'impression que si tu prends les 4 morceaux et que tu les remets dans l'ordre, les intrigues sont pas très intéressantes et que le film est pas très bien écrit. Alors de fait,
les séquences sont pas dans l'ordre, donc on peut pas juger le film comme ça, mais je trouve que du coup la voix off vient pallier, je trouve à un moment une difficulté à agencer toutes ces pièces-là, à tenir le pari de je fais une narration déstructurée et je raconte 4 générations. Et justement, tu parlais du fait que ça pourrait être un roman. Je pense qu'en effet, il y a une matière qui est tellement dense et elle veut faire un truc qui est tellement dense que même en 2h30, en essayant à la fois de tout faire rentrer et de faire un peu quand même une mise en scène un peu contemplative, en tout cas de prendre son temps pour raconter des choses, je trouve que du coup parfois elle s'oblige à rusher en fait, et le film aurait pu ne pas avoir de voix off, mais peut-être qu'il aurait fait 3h50 quoi. C'est peut-être un peu le... Et l'un dans l'autre, je sais pas si j'aurais pas préféré cette version là, mais bon après je pense que les distributeurs l'auraient moins aimé. Je pense effectivement il aurait été encore moins aimable de l'extérieur. Et vous recommandez quand même franchement Les Échos du passé, mais en y allant, en étant prévenu voilà que des sujets quoi. Oui, moi je le recommande pour ses qualités. Après, c'est pas une séance que je recommande particulièrement. Enfin, c'est pas une séance agréable. C'est pour les gens qui savent pourquoi ils y vont. Ouais, il faut vraiment savoir pourquoi tu y vas. Ouais. Je trouve qu'effectivement, il faut être conscient des qualités et potentiellement des limites du film. Mais en effet, le film est intéressant à explorer et il faut se confronter à ce type de film. Enfin, je pense que c'est. Non, mais donc c'est ça. On vous le recommande. Laurent et Félix, vous avez été nettement moins aventureux. Vous êtes allés voir 28 ans plus tard Le Temple des Morts de Nia DaCosta. Are you ready? Trying to predict the future is a discouraging and hazardous occupation. In fact, donc ce 28 ans plus tard, arrêtez-moi si je dis une bêtise, c'est la suite du 28 ans plus tard qui est sorti l'année dernière. On y retrouve le docteur Kelson, interprété par Ralph Fiennes, qui noue une relation aussi troublante qu'inattendue avec un zombie, pendant que la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Dans Le Temple des Morts, nous promet ce résumé. Ce ne sont plus les infectés, rien compris, c'est normal, qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce humaine. Ouais, c'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être le danger le plus terrifiant. On a peut-être rien compris, mais c'est le pitch. C'est le pitch. Ouais. C'est le pitch, vraiment ça qui se passe dans le film. Laurent, alors déjà, je tiens à dire que vous n'aviez pas été très convaincu par le dernier chapitre de 28 ans plus tard. Il me semble qu'en tout cas, au moins l'un de vous deux a été nettement... Non, mais c'était nul, hein, je crois qu'on est d'accord. Hein, non, mais voilà, et j'allais dire, celui-ci vous a a priori plus convaincu, toi aussi, Laurent. Ouais, très surpris parce que déjà j'avais pas calculé que c'était pas le même réalisateur. Enfin, c'est une réalisatrice en l'occurrence, donc j'avoue. Succès du coup à Danny Boyle qui avait repris la franchise. Et en revanche, c'est toujours Alex Garland au scénario. Voilà, Alex Garland au scénario qui, je sais pas ce qu'il a fait entre les deux, mais il a fait des trucs très clairement. Parce qu'il y a quand même une très grosse différence de qualité et de manière de concevoir le film de zombie en fait presque, parce que ce film est assez étrange dans le corpus en gros du cinéma de zombie dont on va parler plus tard, mais parce que c'est un film qui s'intéresse non pas à des héros qu'on va voir se déplacer dans un monde plein de zombies, mais va s'intéresser plutôt aux figures que les héros en général croisent dans ce genre de film post-apocalyptique, et donc qui sont souvent des personnages très exagérés qui vivent selon des normes qui sont très différentes, parce que tout l'intérêt d'un film post-apocalyptique c'est justement de montrer comme ça des espèces de trucs un peu grotesques et caricaturaux dans un monde futur qui n'existe pas. Et donc ce film est assez étrange parce qu'on suit vraiment des gens qui sont complètement cinglés, hein, enfin clairement, hein, qui font des trucs qui n'ont aucun sens et qui sont 100% sincères dans leur propre folie. Donc il y a quelque chose qui est assez fort, assez bien fait là-dessus. Et le film arrive aussi à prendre une espèce de recul autour de ce qu'il est, parce que il y a des moments qui sont presque autoparodiques, très bizarres, avec Ralph Fiennes qui danse avec des zombies sur des espèces de moments musicaux et tout, un peu genre à la limite incroyable. Ça c'est complètement incroyable, à la limite avec des passages où on est à la limite de la comédie musicale même, hein, sur une scène à la fin. On peut peut-être révéler que en fait Ralph Fiennes se shoot au médoc avec un zombie et les deux sont complètement défoncés. Alors voilà, c'est qu'en plus la moitié du film. Il se défonce la gueule pendant la moitié du film, du coup il danse et tout. Mais c'est un zombie du coup qui garde attaché quand même. Alors non, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, pour le coup, je pense qu'il faut pas trop en révéler parce que c'est plus intéressant de le voir. Mais bon, voilà, et surtout que c'est aussi important d'avoir vu le premier film, même s'il est franchement pas terrible, ce qui est un peu dommage. Mais donc, du coup, ça donne un film très bizarre qui se parle de choses assez étranges dans ce qu'il essaye de faire comme film de genre, ce que je trouve assez cool. Et qui se paye le luxe en fait même de parler un peu de comment dire de l'intérêt de la personnalité des gens, etc. Enfin bref, il y a tout un truc qui est assez malin et qui est assez bien fait.
Il y a donc voilà, c'est une bonne surprise par rapport au premier film qui était quand même un film de zombies assez bas du front et pas très intéressant. Là au moins il y a un vrai twist, il y a une vraie nouveauté quoi. Il y a un truc alors peut-être pas au même niveau que ce que 28 jours plus tard a pu être au cinéma de zombies au début des années 2000 parce que c'est vrai que ça a quand même vraiment créé un renouveau, mais enfin il se passe quelque chose et c'est vraiment intéressant. Félix, tu partages l'enthousiasme de Laurent. C'est extrêmement violent aussi. Ouais. On va faire grave gaffe parce que c'est super violent. C'est hyper glauque, c'est hyper... Et moi, j'avoue que j'ai été assez captivé par ce film alors que j'y allais mais en traînant des pieds parce que j'avais détesté le premier film que je trouvais, en fait, justement, il essayait d'être subversif, d'être chelou avec des mouvements de caméra et des machins un peu expérimentaux, mais je trouve qu'en fait ça marchait jamais vraiment. Et là c'est marrant parce que Nia DaCosta, la réalisatrice, a une approche beaucoup plus simple en fait. Elle est beaucoup moins démonstrative que Danny Boyle, mais parce que elle a, je trouve, de la matière à filmer qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus twistée. Elle accouche d'un film qui est beaucoup plus malaisant et étrange alors qu'il en fait beaucoup moins. Et ça je trouve que c'est hyper chouette. Je sais même pas si c'est filmé à l'iPhone et en fait on s'en fout parce que je trouve que il y a quand même une texture, quelque chose de vraiment de super intéressant graphiquement. Déjà, c'est une espèce de temple d'ossements qui est quand même un décor de cinéma qui est assez extraordinaire. Rachian qui est dingue, complètement badigeonné d'iode et du coup il est tout rouge, jaune. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une volonté comme ça de d'iconiser en fait les personnages, même ce gang en fait de serial killers enfantins qui s'appelle les Jimmy, et en fait tout le monde s'appelle Jimmy. C'est quand même un concept génial. Tout le monde s'appelle Jimmy, ils sont les enfants du diable et tout, enfin il y a tout un truc comme ça. Et alors ils s'habillent comme les Teletubbies, enfin bref. Non, ils s'habillent non pas comme les Teletubbies c'était des extraterrestres. Non, ils s'habillent comme Jimmy Savile. C'est une ref en fait hyper pointue à Jimmy Savile qui était une star de la télé en Angleterre avant, qui a fini par décéder, et après son décès on s'est rendu compte que c'était un des plus grands pédophiles du pays. Et donc c'est une figure comme ça. Mais qui est un mec en fait qui a fait beaucoup de charité, etc. Enfin, à la base c'était quand même censé être quelqu'un qui était hyper humaniste, et en fait qui est une figure un peu du diable vraiment. Jimmy Savile. C'est leur abbé Pierre. Et donc ils lui ont piqué. Exactement leur abbé Pierre. Ouais, mais sauf qu'il est anglais donc encore plus vénère quoi. Et donc ils lui ont piqué son style et tout. Tout est bizarre. Je disais Teletubbies parce qu'ils sont tous d'une couleur qui correspond aux Teletubbies. Un peu. Bref, parce qu'ils sont fans des Teletubbies aussi. Ouais, parce que alors qu'ils ont genre 25 ans. C'est des gamins qui ont regardé la télé et pendant les attaques de zombies et qui ont grandi avec ça quoi. Enfin bref, et je trouve ce film assez extraordinaire. Déjà parce qu'il fait pas complètement épisode de transition, parce qu'il va y avoir normalement un troisième opus si jamais c'est annoncé comme une trilogie. Exactement. Enfin à la fin clairement on laisse penser que devrait y avoir évidemment, mais je trouve qu'en fait le film en soi tient et réussit à effectivement regarder toutes ces espèces de thématiques et de renouveler, comme disait Laurent, le film de zombies. C'est même presque pas un film de zombies, il y a 2-3 attaques, mais en fait en vrai on s'en fout. Et moi le côté on va aller s'intéresser aux gens qui évoluent dans un monde fou et du coup ils sont fous, je suis un peu en mode bon ok, et en fait je trouve qu'il réussit à être toujours complètement cinglé dans la démonstration de la folie et en même temps de les filmer avec vraiment premier degré. Et comme tu disais, c'est des gens qui croient en leur folie et la caméra croit en eux, et du coup je trouve qu'il y a un truc où c'est assez bienveillant alors que c'est très hardcore, et on n'essaye pas d'en faire des espèces de bêtes de foire. On est constamment à la limite du ridicule, mais du coup ça rend, je trouve, vraiment les situations assez fascinantes. Et je trouve que ce qu'il fait avec notamment justement la figure de ce zombie que Rachian va progressivement pas adopter, mais où il va y avoir une espèce de relation comme ça, un peu d'humanité, ou en tout cas on en sait un peu plus justement sur cette maladie, sur cette contamination. Je trouve que on sent que Garland s'est posé la question de c'est quoi un zombie et qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et c'est une question qu'on n'a jamais adressée en fait dans l'histoire du cinéma, et je trouve que ça du coup c'est hyper pertinent. Il y a vraiment des réflexions que je trouve souvent on part du principe qu'il se passe rien en fait. Ouais voilà, alors qu'en fait pas du tout, et je trouve que le film en plus il y a un espèce de petit twist là-dessus, et t'apporte une réponse que je trouve assez vertigineuse et fascinante. Et donc moi ma théorie c'est qu'à mon avis il a écrit le premier film en mode bon faut relancer un peu la machine, donc on va faire un film à la con avec un père, son fils, machin truc. Mais en fait, je pense que l'enjeu vraiment et le truc qui le faisait kiffer, c'était ce deuxième opus, et potentiellement, je sais pas s'il nous réserve dans le troisième. Et du coup, c'est pour ça que moi, je vous encourage à rattraper le premier, même s'il est pas très bien, parce que le deuxième propose vraiment quelque chose d'assez sidérant. Vous pouvez le regarder en faisant votre vaisselle, quoi. Vous aurez compris l'essentiel. Juste pour voir les personnages. Voilà, et ce qu'il faut, c'est que vous situez un peu les personnages et quelles sont leurs relations, parce que sinon, en fait, je pense que le deuxième film, malheureusement, est très difficilement compréhensible. Mais c'est une vraie surprise, quoi. Il y a un vrai truc qui se passe, et c'est un film assez intéressant pour les gens qui aiment le cinéma de zombies, bien évidemment. Oui. Et ben, on va parler justement du cinéma de zombies. On vous encourage donc à découvrir les deux opus de 28 ans plus tard pour pouvoir rattraper ce deuxième opus qui est meilleur que le premier. Jingle du Focus. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà.
Alors notre angle qui est toujours un peu putassier, c'est de se demander pourquoi les films de zombies sont devenus ringards, parce que c'est le constat qu'on a eu quand on a commencé à évoquer ce focus. On vous a demandé sur Instagram, comme toutes les semaines, quel était votre film ou vos séries de zombies préférés. Alors sans surprise, on a du The Last of Us, on n'a pas de Walking Dead parce que je pense que nos auditeurs comme moi, ne lisent pas les comics. On a eu In the Flesh, qui était diffusé sur la BBC, Shaun of the Dead. À l'ancienne, parce que In the Flesh, c'est une des premières, je crois. Mais... Ouais, on a eu pas mal de Shaun of the Dead, de la morte. Alors ça me parlait pas. Est-ce que je suis... Non. Toi, tu vois ce que c'est, Rémi? De la mort et de la mortée. Film exceptionnel. Ah, bah, ok, d'accord. Alors, ok, je l'ai juste mal lu. Dernier train pour Busan. La nuit des morts vivants de Romero. Zombieland. Une nuit en enfer. Coupé. Santa Clarita Diet. iZombie. Et enfin des gens qui nous disent qu'ils n'aiment pas les films de zombies mais qu'ils ont quand même aimé Sinners récemment. C'est vrai que Sinners c'est un peu des c'est des vampires. C'est des vampires plus que des zombies. Mais c'est des morts vivants d'une manière ou d'une autre. Après j'ai dit coupé mais parce que la version japonaise est quand même vraiment mieux que la version. Mais là je pense que coupé c'est la version à mon avis la version tu penses OK. Bah sinon ce serait précisé à mon avis quand tu dis coupé sans dire c'est que c'est coupé la version française. C'est la version française parce que la version japonaise en français c'est ne coupez pas. Et voilà. Merci pour cette précision. On va commencer par un petit point historique, Laurent, puisque c'est un genre qui a une histoire assez particulière. C'est moi qui remplace le docteur Alban. Pourtant là, avec nous. Ouais, mais alors là, les zombies. Ouais, là, les zombies, c'est pas ton truc. Pas de test sur les zombies, tu vas nous faire, non? Sachant qu'on revient toujours sur un autre mème presque de cette émission, parce que la figure du zombie est extrêmement ancienne. Il y en a déjà des références dans l'épopée de Gilgamesh. Ah oui. Où il y a des morts qui je sais plus c'est quelle déesse qui parle de faire ramener les morts à la vie pour qu'ils mangent les vivants. De même principe qu'un zombie, mais ça reste quand même très léger. Alors évidemment, quand on parle de zombies, nous on parle plutôt de la légende ou de la pratique vaudou qui, en particulier en Haïti, qui transforme les humains en esclaves par différentes drogues ou en tout cas différents rituels qui sont administrés par les prêtres vaudous, et donc un rituel dans lequel la victime est enterrée vivante avant de revenir à la vie, donc qui devient par là un zombie et donc l'esclave du prêtre. Et en fait, il y a pas beaucoup forcément d'exemples concrets de zombies comme on les conçoit nous dans la littérature avant vraiment leur représentation au cinéma. On parle un peu de Frankenstein qui peut rentrer vaguement dans la définition, mais enfin vite fait. Il y a des romans sur le vaudou dans les années 20, mais en réalité c'est assez tardif. Et donc en fait on considère que le premier film de zombie c'est un film qui s'appelle White Zombie de Victor Halperin avec Bela Lugosi, la légende, film qui sort en 1932 et qui joue toujours sur cet imaginaire occulte du vaudou haïtien. On peut aussi citer Vaudou de Jacques Tourneur, un film de 1943 qui est un peu dans la même veine, mais en réalité il faut attendre vraiment la fin des années 50 pour voir petit à petit le cinéma de zombies émerger, notamment Ed Wood en 1959 qui a fait un film de zombies qui s'appelle Night of the Ghouls. Ed Wood qui est un peu un réalisateur légendaire pour avoir fait les plus mauvais films, parmi les plus mauvais films de tous les temps. Plan 9 from Outer Space, il y a un film de Tim Burton qui a été fait sur lui d'ailleurs, que je vous engage à voir parce que c'était assez sympa. Plan 9 from Outer Space ou Glen or Glenda de Ed Wood, moi je les ai vus, c'est un peu plus rude mais bon, vous pouvez si vous voulez. Évidemment, le film fondateur du cinéma de zombies, comme on l'entend aujourd'hui, ça reste La Nuit des Morts Vivants de Romero qui sort en 68, qui va vraiment un peu ouvrir les vannes du cinéma d'horreur moderne en fait, et du cinéma de zombies en particulier, et qui va le faire en fait de manière très maligne en détournant une structure de western très classique où on a les gentils, entre guillemets les cow-boys, qui sont enfermés dans un camp retranché où il y a des méchants indiens, dans les westerns les indiens sont toujours méchants, en tout cas dans les anciens, sauf que voilà, le génie de Romero c'est d'introduire le fait que les zombies là-dedans, quand on leur tire dessus, ils ne meurent pas, ou en tout cas ils se relèvent, ce qui est quand même change radicalement la manière dont on perçoit l'action dans ce genre de film, alors qu'en fait c'est une structure très proche de ceux des westerns un peu old school. Et à partir de là, il y a le nombre de films de zombies va globalement exploser. On va lancer toute une sorte de cinéma trash qui va vraiment aller beaucoup plus loin dans la violence jusqu'à ce que ça devienne complètement absurde. Alors on pense à Evil Dead de Sam Raimi qui sont pas vraiment des zombies, mais bon, un peu dans le même genre, qui sort en 81. Il y a Brain Dead de Peter Jackson qui est considéré comme un des films les plus gore de tous les temps, qui est en effet très absurde, mais qui est un film presque comique en fait, tellement ça devient un peu n'importe quoi. Et ça va aussi en fait lancer toute la carrière des zombies à l'international, où en Europe il y a beaucoup de séries Z de zombies. On pense notamment à Lucio Fulci, un réalisateur italien qui est un peu une des figures du genre, mais aussi pas mal de films
érotique improbable avec des zombies. On pense notamment Le Lac des Morts Vivants de Jean Rollin, 1981, qui a la particularité de présenter des zombies nazis, mais qui avec aussi des petits éléments érotiques parce que ça ne mange pas de pain. Et le film de zombies nazis étant d'ailleurs un sous-genre de film de zombies qui a connu un certain développement, même jusqu'à assez récemment, mais surtout dans les années 70-80. On restait quand même vraiment cette période-là, beaucoup de grosses séries Z. C'était un peu le délire. Il faut vraiment attendre le début des années 2000, on en a parlé un peu tout à l'heure, pour voir que les films de zombies reviennent un peu, se blockbusterisent, on va dire, avec notamment 28 jours plus tard de Danny Boyle en 2002. On peut penser aussi à la série des Resident Evil, qui sont quand même un peu des nanars, mais qui sont faits avec des budgets beaucoup plus importants, qui tiraient d'ailleurs du jeu vidéo, parce qu'évidemment, alors si on commence à rentrer dans le jeu vidéo, il y en a beaucoup depuis longtemps. Et certains qui ont été adaptés, comme par exemple The Last of Us. Comme par exemple The Last of Us un peu plus tard. On pense aussi à Shaun of the Dead d'Edgar Wright en 2004, qui lui pour le coup ramène un peu un autre type de public vers le film de zombies, parce que ça reste un film un peu parodique, tout en étant plutôt un bon film de zombies, notamment dans cette veine un peu plus comique, Bienvenue à Zombieland, qui était cité tout à l'heure, sorti en 2009, ou même ça même voyage un peu en Asie. Alors en Asie ils ont une autre tradition de cinéma de zombies qui est un peu différente, qui était surtout à Hong Kong dans les années 80, mais qui est plutôt ce qu'ils appellent les fantômes chinois. On va pas trop rentrer là-dedans, mais enfin on peut parler de Dernier Train pour Busan en 2016 de Yeon Sang-ho, film coréen qui était quand même vraiment assez brillant. Alors évidemment dans la série on parle de The Walking Dead ou de The Last of Us, mais c'est vrai que aujourd'hui on voit plus ça maintenant d'ailleurs dans la série que dans le ciné. Parce que Walking Dead a connu peut-être 6 spin-offs. Voilà, tu vois. parce que Walking Dead c'est devenu un truc énorme et qu'il y a un peu de zombies partout. Il y en a un peu dans la série Fallout, dont on reparlera de la saison 2 probablement bientôt. Il y en a dans Walking Dead. Il y en a dans Walking Dead, il y en a évidemment dans Walking Dead, dans Game of Thrones, je voulais dire. Dans Game of Thrones aussi. Enfin, c'est une figure qui revient beaucoup plus, mais étonnamment aujourd'hui beaucoup plus à la télé qu'au cinéma. Ouais, et qui commence. Je pense que c'était aussi peut-être la raison pour laquelle on se demandait si c'était devenu ringard, c'est-à-dire qu'on a quand même été bassiné de zombies. C'est peut-être 10 dernières années, et on commence un peu à en revenir, en tout cas à avoir du mal à renouveler le genre. J'aimerais bien peut-être qu'on revienne un peu au début, c'est-à-dire à l'époque de Romero, en fait, où pour le coup c'était des films qui étaient assez politiques et qui en fait parlaient de la guerre du Vietnam, de la défiance envers l'autorité, de racisme, etc. Ensuite ça a été plutôt une critique du consumérisme, etc. Donc en fait le zombie c'était au départ un genre de film qui faisait du divertissement, mais sous couvert de divertissement, qui essayait de parler de sujets assez politiques. Comme tout ce cinéma contestataire un peu série B, série Z des années de l'époque, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce cinéma de genre-là s'est lancé comme une forme de contre-culture et donc aussi pour dénoncer des choses qu'on voyait pas forcément dans le cinéma traditionnel. Et le film de zombies, c'est clairement une des figures de ce type de cinéma-là. Donc c'est assez logique en fait, en effet. C'est pour ça qu'il y en a des vraiment intéressants. C'est vrai que c'est peut-être la créature de cinéma la plus politique. Je réfléchissais, est-ce que les vampires sont aussi politiques ? Non, les vampires c'est plutôt un truc de sensualité, etc. Qui pourrait être politique, ceci. La créature du lagon, peut-être ? Non, je sais pas. La créature du lagon. De Black Lagoon. Créature du lagon noir. Des choses. Les algues vertes. Bref. Non, mais ouais, je trouve qu'en fait, je pense que c'est l'absence de personnalité aussi, le côté full, où tu peux projeter beaucoup plus de choses. Et c'est aussi des notions qui arrivaient progressivement dans la société américaine, parce que c'est quand même là qui est né un peu la figure du zombie moderne, en tout cas, comme tu l'as dit, Laurent, dans le cinéma. Donc du coup, je pense que c'est aussi en réaction, peut-être à la surconsommation des années 80 notamment, que Romero fait Zombie et le place dans un centre commercial. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de filiation. Je crois que c'est même totalement assumé, il le dit. Ah oui, bien sûr. Et il y a le parc d'attractions, il y a tous les avatars. Et je pense que lui, il voit ça, peut-être qu'il vit ça comme une agression, et il y a un côté un peu cathartique pour lui de mettre ça dans ce film. Et je pense que ça a cartonné parce que les gens peut-être ressentaient un peu cette peur-là, ou en tout cas il y avait peut-être quelque chose on sentait qu'on détournait un peu les foules. Maintenant qu'en fait le consumérisme a complètement cannibalisé la société, je sais pas à quel point justement le zombie est pertinent, et c'est peut-être pour ça que ça s'efface un petit peu, parce qu'on a l'impression de rabâcher un truc qu'on sait tous et qu'on a tous accepté en fait tacitement. Tu vois, dans 28 ans plus tard, on n'a pas du tout cette question-là. Non, mais typiquement, mais ça, parce que là c'est twisté. Le film est intelligent. Mais par exemple, typiquement, je trouve que c'est un des trucs dans Walking Dead où je me souviens d'une saison, au bout d'un moment, où on arrive à en fait cette idée qu'on peut pas reconstruire, parce qu'en fait il se pose la question de comment construire une société dans cet univers-là où il y a des zombies. Donc par exemple, est-ce que la peine de mort devrait être légale ou non dans un univers où on passe son temps à tirer dans la tête de gens? Alors ils sont déjà morts, mais enfin voilà. Et je me souviens qu'à un moment donné, il y a cette question-là, et en fait l'idée que tu peux plus faire société. Et à partir de là, il y a encore genre 3 saisons derrière, et je me disais mais en fait qu'est-ce qu'on a encore à raconter après ça finalement?
Mais pour moi, genre, je pense pas que ce soit ringard, puisque un des plus gros succès télévisuels de cette année, c'est une série de zombies. The Last of Us Pluribus. Ah, Pluribus, dont on va parler tout à l'heure, Ouais, bien sûr. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec cette take, je voulais venir. Mais grave, il y a vraiment un truc où il détourne, il reprend plein de codes de la série de zombies. Parce que c'est une série de foule, et qu'en fait, c'est une série de foule uniforme. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose de la série de zombies, je suis d'accord. Exactement. Et c'est marrant parce que moi, j'aime pas trop les films de zombies, vraiment, c'est pas ma cam. J'ai un pote qui adore ça, et quand je lui ai posé la question de pourquoi est-ce qu'il aimait ça, je m'attendais à ce qu'il me parle du côté un peu gaulerie du truc, un peu débile, parce que je pense que c'est un peu le seul angle que j'aime bien là-dedans. Lui, au contraire, il m'a parlé de ce qui est très politique chez les zombies, notamment ce truc où le monde zombifié, c'est un monde où tu peux rebattre les cartes politiquement, tu peux vraiment inventer des nouvelles règles. Et en fait, ce qui lui l'intéresse dans le film de zombies, c'est pas du tout les zombies en eux-mêmes, c'est comment en fait est-ce que les humains deviennent le méchant. C'est tout l'intérêt des post-apo en fait. C'est tout l'intérêt post-apo. C'est tout l'intérêt du fait que très souvent dans les films ou les séries de zombies, finalement, le zombie au départ est le méchant et en fait finalement le zombie devient carrément un décor. Autour duquel tu vois, et souvent c'est des films, et je pense à Dernier Train pour Busan, mais il y a aussi ça dans 28 jours plus tard, la question de plus pouvoir croire dans une société au sens large, les institutions qui lâchent, les médias, etc. Il y a souvent cette question de la déliquescence de la société. C'est quand même un truc qui arrive relativement récemment, c'est-à-dire que le film de zombie traditionnel, ce qui était rigolo, c'est que ça défouraille quoi. En effet, mais je suis d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est clairement un des trucs les plus ce qui fait en fait le sel de tous ces films de zombies quoi. Ah, Valentin est pas d'accord ? Ah non, pardon. Non, mais j'allais juste rapidement dire que je pense très sincèrement que je pense que la figure du monstre a toujours été utilisée comme une espèce d'altérité pour questionner la moralité ou même l'humanité des gens. Je pense que le zombie, comme c'est une foule, permet justement d'observer une structure sociale, et c'est pour ça qu'on a une critique de la société et pas juste de l'humain, et qu'à mon sens ça a toujours été présent, et notamment tu vois La Nuit des Morts Vivants de Romero, il y a quand même ce truc de rapport évidemment au racisme, à la police qui sous-tend tout le film quoi. Enfin, Et non, je suis assez d'accord avec toi. J'allais compléter ce que tu disais. En fait, je pense qu'il y a le truc où, dès le départ, il y avait une idée que, là, vous parlez de l'effet post-apo, mais pour moi aussi, il y a l'enjeu pour certains films de zombies. Et encore une fois, on peut rattacher des films qui en parlent pas tout à fait, mais un peu, c'est l'angoisse de l'apocalypse. C'est-à-dire, il y a tout un tas de films qui jouent sur cette nervosité. En fait, sur l'arrivée de la menace zombie et non pas les déjà installés. Pluribus, tu parlais de ça, et c'est très bien. Le premier épisode, c'est totalement ça. Virus, en fait. C'est l'angoisse de, en fait, ce truc se répand et c'est incontrôlable. Moi, je pense à Frisson de Cronenberg, un de ses premiers films, qui est effrayant comme ça, et parce qu'en fait, l'idée que c'est hors de contrôle. Donc en fait, il y a un truc très politique là-dedans. Et je pense qu'encore une fois, en termes d'imaginaire politique, je sais pas ce que ça raconte aujourd'hui. Ça pourrait être la mauvaise gestion du Covid, hein, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une forme de raréfaction peut-être de ce type de récit-là, quoi. Rime. Oui, moi je voulais dire aussi que là on se passe d'un point de vue européen, américain, mais le film de zombie, il c'est un peu, enfin la figure du zombie, elle existe partout comme on l'a dit, et dans certaines cinématographies, elle a encore ce sens politique très fort. Je pense à un film indien qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant, qui s'appelle Hell's Ground, et en fait qui montre des zombies qui sont en fait qui apparaissent parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu dans un village dont l'eau a été contaminée. Et donc c'est un discours sur en fait la pauvreté et les conséquences que ça a sur la santé des habitants de ce village, et plus globalement en fait c'est un discours plus global sur l'inaction politique. Mais c'est là où effectivement il y a cette question toujours des institutions qui te lâchent, mais surtout il y a l'idée du coup du zombie qui est souvent à la fois c'est le monstre et c'est le méchant, et en même temps c'est très souvent une victime en même temps. Oui, tout à fait. Alors là, bon, le film a aussi plusieurs autres facettes, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on voyait, je pense, dans les années 80 chez les Ramsay Brothers en Inde aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui persiste malgré le fait qu'aujourd'hui le zombie n'a pas forcément toujours cette action politique. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que dans les années 2000 et 2010, enfin même si là du coup le film dont tu parles, il a 10 ans. Donc 2010 à peu près, 2015 peut-être. Ouais. On était beaucoup plus fascinés par la réinvention presque spatiale en fait du zombie. Ouais. D'un coup, il va courir alors qu'il était lent. Dernier Train pour Busan, on va confiner l'espace à un train. Enfin, espèce de truc comme ça où on se pose jamais la question de ce que c'est et de ce qui se passe potentiellement dans la tête d'un zombie. Et c'est pour ça qu'on reboucle sur notre 28 ans plus tard, ou que je trouve très pertinent, et ou même Pluribus, où j'ai l'impression qu'en fait là, on a un peu digéré tout ça et qu'on se dit, ok, qu'est-ce que je peux raconter maintenant à l'intérieur de comment je peux presque sociologiquement aller explorer la figure de zombie, et qu'est-ce que je peux dire
qui n'a pas encore été dit avec tout ça, quoi. Là, pour rebondir là-dessus, même si je sais que Frankenstein est hors propos par rapport à notre thème, c'est aussi l'enjeu un peu du film de Guillermo del Toro de montrer ce qui se passe dans la tête de Frankenstein, que c'est plus ou moins bien réussi. Mais en tout cas, ça renouvelait un petit peu le discours qu'on pouvait avoir, enfin, qu'on pouvait porter en tant que néophyte sur le Frankenstein qu'on connaissait, même à travers la figure qui est décrite dans le roman. Mais alors, parce que effectivement, alors on s'était dit, et tu parles de Frankenstein, on en avait parlé dans notre focus sur les monstres, en se disant qu'en fait on avait de moins en moins peur des monstres et comment on réinventait les monstres. Donc bah voilà, il y a des manières peut-être de réinventer le zombie, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on s'est posé la question, on s'est dit c'est ringard, c'est qu'on en a effectivement, je disais, beaucoup mangé, parce qu'il y a un moment où franchement c'était tellement partout qu'on a eu Warm Bodies, qui est une comédie romantique avec un zombie que j'ai pas vu, mais qui est une idée géniale. Je sais pas, quelqu'un l'a vu ici ou pas? Et non, malheureusement, j'ai pensé quand même au fait que dans la trilogie des labyrinthes, c'est quand même des zombies. Dans les films 2 et 3 sont des films de zombies, donc c'est vous dire à quel point. Vu que t'es la seule personne à aller voir les trilogies des labyrinthes. Non, j'avoue, j'ai vu, mais je me souviens plus des zombies. Ah bah il y a des zombies dans les 2 et 3 et je t'emmerde, je suis pas la seule, je pense, autour de la table à avoir vu les labyrinthes. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait on a eu ça, et ensuite on a eu effectivement beaucoup de versions. En fait on a eu des comédies, on parle de Zombieland, etc. Il y a eu Shaun of the Dead. Est-ce que aussi c'est juste une créature qui nous fait plus peur et du coup de fait ça la regardise en partie? Je pense que parmi les monstres, c'est probablement une de celles qui a gardé le plus son potentiel horrifique. Dans The Last of Us, par exemple, est-ce que vous avez peur des zombies? Dans The Last of Us, ils font un peu bader les zombies. Quand même, parce qu'après, ils sont retravaillés, il y a un côté un peu organique, c'est un champignon, enfin, tu vois, même stylistiquement, il y a quelque chose d'assez abstrait, en fait. Et dans The Last of Us, ils sont particulièrement dégueulasses. On reboucle sur ce qu'on avait dit des monstres et du fait qu'en fait, aujourd'hui, il faut aller tirer vers l'abstraction. En tout cas, une simple personne un peu contaminée, ça marche plus. Et du coup, c'est peut-être la foule qui fait peur dans les zombies aujourd'hui. Ça, c'est parce qu'il y a cet effet de foule qui fait que de toute façon il y a quelque chose d'un peu inextricable autour de ça. Est-ce que c'est Non, je réfléchissais à World War Z qui effectivement allait beaucoup dans le full porn, justement, à en mettre partout, aller faire dégringoler dans tous les sens. C'était quand même ça m'avait pas fait peur. Ça t'a dit c'est un très mauvais film. World War Z, ouais. Quand même. Moi, ça m'avait pas fait peur en tout cas. Non, je sais pas. Enfin, c'est pas un très bon film. Enfin, c'est pas une catastrophe. On a vu pire, non? Moi, j'aime bien, mais je crois que politiquement, c'est horrible. je trouve le film était. Globalement, ça signait quand même le fait qu'il explorait pas grand chose de cette. Il y avait quand même. Je suis pas sûr que la foule en elle-même, ça suffit. Mais pour le coup, il y avait je pense que il faut que la foule elle défende un truc, c'est-à-dire que moi je pense ce qui fait peur dans les foules de zombies des films des années 80 et même avant 70-80 plutôt, c'est vraiment l'idée qu'il y a un truc inarrêtable et que notre civilisation est en perte, et je pense que ça renvoie à un imaginaire politique d'une possible apocalypse, d'une possible disparition qui là encore aujourd'hui je pense manque à l'imaginaire collectif. Alors peut-être qu'encore une fois sous l'angle de l'invasion du champignon, de la raréfaction des ressources, de la pollution, peut-être qu'on arrivera à trouver des choses, mais tu vois, typiquement tu parlais de zombies sans évoquer le fait qu'aux États-Unis c'était quand même beaucoup lié à la guerre froide, à l'imaginaire du double et de la disparition de l'humain et du fait qu'on puisse peut-être plus se reconnaître dans l'autre. Bon bah là aujourd'hui c'est des motifs qui de fait ne sont plus trop opérants, quoi. Mais alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu parles de World War Z, c'est un spoil, mais enfin le film commence à être suffisamment vieux pour qu'on puisse le dire. Il y a un retournement, il me semble que dans World War Z justement la seule manière pour échapper aux zombies c'est d'être malade. Non, c'est le bord du Pepsi. Non, Félix. Aussi. Non, mais il y a un truc où à la fin, le fait d'être malade, je crois que c'est un personnage cancéreux. Et ce personnage cancéreux arrive à traverser la foule. Peut-être qu'il a aussi bu du Pepsi. Ou peut-être qu'il est tombé malade à cause du Pepsi. Mais en tout cas, il y a ce retournement. Est-ce qu'on peut dire que, quand même, dans cette émission, qu'en tout cas, nous, on n'est pas sûr personnellement que le Pepsi donne le cancer. C'est pas la position officielle de cette émission autour du Pepsi. Mais est-ce qu'il ne démontre pas? Il n'y a pas aussi, je trouve, ce truc-là on est une génération qui limite se rend compte que il y a quelque chose de malade dans la société à l'échelle globale, et donc la fin du monde fait plus peur puisqu'elle est limite souhaitée par la nouvelle génération, ou enfin la fin d'un système en tout cas qui ne fonctionne pas. Moi c'est là où j'en viens aussi. Et donc forcément il y a ce truc où la figure du zombie elle devient un peu... Elle est plus fascinante que effrayante. Ouais. Exactement, ouais. Alors allez voir quand même 28 ans, le nouveau 28 ans plus tard, parce que je pense qu'il met quand même un sacré coup dans la gueule à cette idée-là. Mais non, mais tu vois, il est fasciné par les zombies. Enfin, je trouve que de prendre le docteur et d'en faire un personnage principal qui étudie un peu le monde le monde post-apocalyptique qu'on leur propose est quand même vraiment hyper hardcore. Enfin. Pour rejoindre même ce que dit Charlie sur le fait, je veux dire, les gens appellent la génération TikTok la génération zombie. Enfin, il y a quand même un truc où aujourd'hui on a l'impression que cette figure du zombie, c'est quasi, il y a un truc qui est où les gens se reconnaissent presque dans les zombies. C'est pas tout à fait ce qu'a dit Charlie par contre, mais
Bah non, ça rejoint le fait qu'on a plus peur, j'allais dire, de la zombification de la société et de la fin du monde. C'est quand même ce que tu disais. Oui. Déjà en marche. Mais c'était pas forcément la zombie. Enfin, oui, il y a ce côté un peu limite d'accepter de s'abrutir tous les jours à base de médicaments et de TikTok qui passent parce que de toute façon il faut bien gérer le truc. Mais c'est surtout le fait que il y a vraiment eu cette génération qui a l'impression que tout est en train de péter à tous les niveaux et que du coup, est-ce qu'il n'y a pas la seule façon de lutter contre cette machine inarrêtable et infernale, et je pense que le Covid a vraiment mis un gros coup là-dessus, c'est pas que le monde s'effondre en fait, mais le problème c'est que souvent quand une société s'effondre, c'est pas les plus riches qui vont en pâtir, et quand on voit ce qui s'est passé avec la Révolution, les plus pauvres ils en ont bouffé pendant 100 ans après ça quoi. Donc effectivement comme disait Laurent, c'est pas si souhaitable que ça. Enfin, en tout cas clairement ce film-là nous montre que c'est pas si souhaitable. Après il y a des gens. Oui, mais je pense que de toute façon c'est jamais souhaitable, mais en tout cas je pense que ça raconte vraiment quelque chose de cette génération globalisée pour la première fois de l'histoire de l'humanité à ce point-là, qui est dans une espèce de désespoir général, comme s'il n'y avait pas vraiment d'endroit où tu pouvais t'échapper. Je sais pas. Qui aurait pu croire que ce soit toi, Charlie, le contre-révolutionnaire de la table? J'aurais pas misé sur toi, mais bon. Mais c'est vrai qu'un truc qui est marrant, c'est que tu vois, avec le Covid, je m'attendais à ce qu'on ait une flopée de films de zombies, machin, et pas du tout. Ouais, et le virus, en fait, non. Et c'est hyper. Mais je pense que c'est plus porteur de fantasmer sur ça que de l'analyser une fois que ça s'est passé, en fait. Mais parce que ça s'est passé. Enfin, l'invasion zombie, elle est arrivée, quoi. Voilà, parce qu'il y a tout un délire en fait de survivaliste autour du fait, genre, tu vois, justement, on va régénérer le monde avec une bonne pandémie. Bon, on en a eu une de pandémie, il s'est rien passé. En fait, on l'a démystifié de fou. C'est-à-dire qu'en fait, les pandémies. C'est-à-dire qu'on n'était pas avec des machettes en train de se battre, on était en pyjama derrière. Parce que la réalité, c'est que personne n'a envie d'aller attaquer des gens dans la forêt, tu vois, les gens sont chez eux tranquilles. Et le monde ne s'est pas effondré, tu vois. Et donc c'est vrai qu'il y a peut-être un peu presque un truc de déception derrière. Mais on aura l'occasion, je pense, de revenir un peu sur le sujet quand on va parler de Pluribus, sur le côté effectivement et presque là. Et vaut-il mieux faire partie de la foule ou au contraire des quelques derniers résistants? Oui, Rim. Pour conclure, je voudrais. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit que Hell's Ground était un film indien, c'était un film pakistanais. Toutes mes excuses, voilà. Donc je corrige. Donc c'est l'Hollywood ou Tollywood et pas Bollywood. Et bah merci pour ça. Je vais peut-être vous demander votre film de zombie préféré quand même pour terminer ce focus. Bah je commence, moi c'est clairement Dernier Train pour Busan. C'est pas un genre que j'aime beaucoup et pourtant c'est pas comme si j'avais pas maté et lu Walking Dead, The Last of Us. Ah t'as lu les comics? Ouais. Ah, okay. Et oui, tu te rappelles? Ouais. Mais de très très loin Dernier Train pour Busan pour ma part. Félix? Moi, pour trop lent, je vais dire World War Z. Parce que je l'ai vu à 10 ans et que j'ai trouvé ça incroyable. Ouais, voilà, c'est peut-être un truc comme ça. Non, mais tu vois, genre quand c'est un des premiers non, mais quand c'est un des premiers films de zombies que tu vois, je peux comprendre que tu vois que ça fasse un truc parce que c'est vrai que bon, le film a quand même des qualités, en tout cas visuellement, il y a du pognon, donc ça va quoi. Mais je trouve que voilà, moi je trouve que c'est vraiment il fait question un temps que Fincher réalise le 2 et je pense qu'on était tous très chauds pour ça. Malheureusement, ça n'a pas oui, ça aurait pu être bien, hein, mais bon. Parce qu'il paraît que le bouquin est super culte et que du coup le film n'a rien à voir avec le bouquin, donc il y a beaucoup de fans qui ont été très choqués. Mais moi c'est difficile. Je crois quand même que j'aime beaucoup Zombie, le 2 là, celui qui se passe parce que j'en ai vu pas mal et ils se confondent un peu, mais le Romero qui se passe dans le supermarché. Dans le supermarché, c'est Zombie, ouais, c'est Dawn of the Dead en VO et Zombie en français, ouais. Qui est vraiment super. Valentin? Bah moi le Romero dans le parc d'attractions là, qui est pas très long, ça m'avait fait rire. Attends, c'est quoi le titre de celui-ci? Je crois que c'est un truc genre. Je sais pas, il s'appelle tous Zombie quelque chose. Il en a fait plein, donc c'est difficile à dire. Rim? Moi je dirais peut-être parce qu'on l'a cité tout à l'heure, Della More Della Morte, même si c'est plus qu'un film de zombies. Mais en fait, l'idée des zombies des morts qui sortent de leur cercueil tous les soirs et que le fossoyeur doit réenterrer chaque jour, ça me fait beaucoup rire. C'est vrai que c'est marrant. Charlie? C'est pas exactement un film de zombies, mais c'est They Live. Je crois que pareil, c'est Romero, non? Je sais même plus. C'est un film, en gros, c'est la base de la marque Obey. C'est un mec qui met des lunettes et qui se rend compte qu'il y a des messages cachés dans les publicités et qu'en fait, on est dirigé par des espèces de zombies bizarres. C'est Invasion. C'est Carpenter, ouais. Ouais, c'est Carpenter. Et je voulais juste faire un petit big up aussi à Dead Set, qui est une série anglaise complètement débile où il y a des gens qui sont dans un jeu télé style Big Brother et qui ne se rendent pas compte qu'il y a une invasion zombie qui est en train de décimer la Grande-Bretagne. Et c'est très drôle. Très bien. Et je suis un peu déçue qu'on n'ait pas cité le Jarmouche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre ça. Ni d'ailleurs iZombie de Bonello.
Non, c'est Zombie Child. Non, c'est Zombie Child. Zombie Child, pardon. Zombie Child de Bandilo, mais qui est un film de zombies très qui reprend vraiment le mythe haïtien, etc. Qui est un film d'auteur psychologique avec des histoires de zombies, mais vraiment c'est haïtien, pas tahitien. J'ai dit haïtien. D'accord. Non, mais reprends-moi quand je dis les. Non, mais pardon, je me dis. Non, mais sans toi, voilà. On va changer radicalement de genre. On a passé une très bonne semaine avec Alban. On écoute la bande-annonce de l'affaire Bojarski de Jean-Paul Salomé. Go! Commissaire, un mot sur le braquage du fourgon de la Banque de France? Je ferai tout pour envoyer les coupables en prison. Et j'aurais vraiment préféré qu'il y ait des zombies dans l'affaire Bojarski. Alors le pitch du film, c'est donc Jan Bojarski, qui est un ingénieur polonais qui se réfugie en France pendant la guerre. Il utilise ses dons pour fabriquer des faux papiers pendant l'occupation allemande. Après la guerre, son absence d'état civil l'empêche de déposer les brevets de ses nombreuses inventions. Et il va trouver une solution, c'est d'utiliser ses talents exceptionnels pour fabriquer des faux billets. Démarre alors pour lui une double vie à l'insu de sa famille. Très vite, il se retrouve dans le viseur de l'inspecteur Mattei, meilleur flic de France, allemand. Est-ce que tu es d'humeur bavarde? Oui, je suis d'humeur bavarde. Comment dire ça? On va dire qu'il y avait un vrai potentiel parce qu'il y a une bête de sujet avec un super personnage. C'est une histoire vraie, comme nous rappellent les cartons de début. Et vraiment, il y avait de quoi faire un grand film. Le problème de ce film-là, enfin, un des nombreux problèmes de ce film-là, on va essayer d'ordonner tout ça pour pas dire non, pour pas faire qu'insulter ce film. C'est-à-dire que Jean-Paul Salomé ne sait pas vraiment quelle histoire il veut raconter. C'est soit on fait le portrait d'un artiste, qui est le parti pris de Jean-Paul Salomé à un moment donné, c'est dire que Bojarski est un artiste, et peu importe en fait qu'il soit traqué, qu'il ait une vie de famille, etc. Ce qu'il veut, c'est que son art soit reconnu. Pourquoi pas? Sauf qu'il le fait pas entièrement, et qu'il le fait trop tardivement dans le film. Donc en fait, on n'y croit pas une seule seconde, et on a sur la fin du film une sorte de retour d'ego de ce personnage-là qui cherche un peu la fame et les lumières, alors que c'était pas du tout l'enjeu dès le début du film. Le second film qu'essaie de faire Jean-Paul Salomé, c'est un hommage au film noir, et c'est une traque policière, une enquête entre Bastien Bouillon qui joue le meilleur flic de France et juste d'après le résumé, d'après le résumé, engagez-le en fait, il va résoudre toutes les affaires. Il est par Quentin Dolmer, ouais. Sauf que là, pendant 2h08 de film, il n'y a pas d'enquête, c'est-à-dire que le film piétine autant que Bastien Bouillon en fait dans tout le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde où on est emporté par une forme d'angoisse ou de mystère ou de thriller. Vraiment, le film piétine totalement à ce niveau-là. Le troisième film qu'il aurait voulu faire, c'est aussi une histoire d'amour entre lui et Sarah Giraudot, et en fait qui joue la femme et qui n'est pas au courant en fait de l'activité en fait de son mari, en tout cas pendant une grosse partie de son activité. C'est exactement la même histoire dans la vraie vie. Simplement, on ne croit pas une seule seconde non plus à cette histoire d'amour, et le tout est relié par des dialogues catastrophique, c'est-à-dire que ce qui pourrait essayer de nous raccrocher aux différentes histoires que veut nous raconter Jean-Paul Salomé est en fait mal cimenté, parce que les dialogues sont vraiment Est-ce que je peux te donner un exemple? Bien sûr. Parce qu'il y a évidemment je suis d'humeur bavarde qui revient, mais surtout il y a un moment incroyable où le personnage donc de Reda Kateb, Jan Bojarski, a des sortes un peu de douleurs d'estomac, enfin on comprend pas bien, et il parle de sa douleur, et là il y a Pierre Lautin avec en plus un accent polonais, qui lui dit elle est partie en parlant de ta femme, on a tous fait le lien avec la douleur, et là on a Reda Kateb qui est obligé de dire ma douleur. Non, n'explicite pas ce qu'il était déjà, c'est terrible, c'est vraiment dur. Ouais, c'est assez dur, parce que le film en fait moi j'ai relevé quand même 2-3 petites qualités au film, c'est-à-dire qu'il y a des beaux décors, il y a du budget sur les décors, les costumes, l'affiche incroyable. non mais en fait c'est quand même important, il y a quand même un vrai travail sur les décors, le reconstitution, c'est quand même assez important à ce niveau-là. Je trouve que ça tient son pari justement sur cette idée de film noir, mais ça en a que simplement la forme. Enfin, c'est vraiment uniquement graphique, c'est très esthétisant, mais il n'y a pas forcément le fond. Et je trouve que le plus gros problème du film, ça reste non seulement ses dialogues, mais aussi un scénario avec une histoire comme ça, d'en tirer une histoire aussi pauvre en fait, et de malmener ses acteurs comme il le fait. Reda Kateb, qui est un immense acteur selon moi, qui peut tout jouer, là je l'ai jamais vu aussi plat, mais parce que c'est pas clair ce qu'il joue aussi, c'est-à-dire que c'est pas clair. Au début, moi j'ai l'impression que c'est un type qui fait tout pour être le plus discret possible, et au milieu du film on me dit mais non, en fait il essaie d'attirer l'attention de la police, et en fait c'est un mec en mal de reconnaissance, et ça change de personnage au cours du film, donc et en même temps c'est justifié par le fait que ça soit un immigré polonais qui d'autant plus ne doit pas faire de bruit pour pas attirer l'attention sur lui, parce il peut déjà facilement rencontrer des problèmes, et en fait à la fin il se transforme vraiment en une sorte de monstre d'ego.
Enfin, je vais te laisser peut-être parler, Laurent, mais non, moi je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, je serais pas aussi violent contre le film parce que je trouve qu'on passe pas un moment catastrophique parce que l'histoire dans l'ensemble est si long très stylée. C'est-à-dire que l'histoire de ce mec est folle. Après, le film, en effet, est globalement raté. C'est-à-dire que, en fait, vous disiez que cette espèce de truc d'artiste, etc. Le problème, c'est que ça arrive trop tard. Mais c'est pas que ça arrive trop tard, c'est qu'en fait, on ne fait que nous le dire, on ne le voit jamais. Et globalement, tout le problème du film, c'est qu'on nous fait que nous dire des trucs sur ce qui se passe, mais on ne le voit jamais. C'est-à-dire qu'on essaye de te créer au début une espèce de film de gangster, mais sauf qu'en fait, tout ça est je sais pas, balayé très vite, hein. Globalement mal fait, parce que, typiquement, et ce qui, c'est terrible, parce que, les scènes de comment dire où ils se tirent dessus, enfin comment dire, les scènes de fusillade, voilà, pardon, les scènes de fusillade en fait sont nulles, c'est-à-dire que elles sont super plates, où ça va, c'est super mollo, et en fait du coup t'arrives jamais à voir incarner cette espèce de comment dire, d'ambiance de violence autour de ce film, parce que en fait quand il y a de la violence, bah il est naze, et qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, c'est-à-dire que voilà, on me dit à un moment genre mais il se prend pour un artiste dans une scène où on voit Arthur Teboul de Feu Chatterton et le sosie d'Alban qui déboule pour nous dire ça, mais en fait on l'a jamais vu avant et on le ressentira jamais vraiment avec ce personnage là, et sauf qu'à la fin c'est censé être ça qui le pousse à continuer. Il y a même des moments en fait de problème, je pense soit de montage, soit d'écriture qui sont très bizarres, où en fait sa femme lui reproche que Reda Kateb, que Bojarski lui avait promis qu'il arrêterait dans 2 ans, et qu'au bout de 2 ans il s'est pas arrêté, mais sauf qu'en fait on n'a jamais vu cette scène, donc on n'est absolument pas au courant qu'il était censé avoir s'arrêté. Mais c'est comme le fait qu'il se balade en train. Moi, le moment où la femme lui dit tu n'es jamais là, je me disais mais parce qu'il est tout le temps dans son atelier, et d'un coup on me montre qu'en fait il se balade partout en France, on l'avait jamais vu avant. Parce que le gars, en fait, pour constituer ses faux billets, utilise du papier OCB. Et pour pas se faire griller parce qu'il les achète encore en tabac, il a pas trouvé une combine pour trouver du papier OCB plus facilement, il fait un tabac dans toute la France pendant, je sais pas combien de temps a duré cette affaire, mais pendant plus d'une dizaine d'années. Partout, en fait, il fait des tours en train régulièrement pour acheter du papier à cigarette, mais ça, pour faire ses faux billets. Et autant, tu vois, ce que ça raconte de ce personnage, mais qui est d'ailleurs pas super crédible, parce que dans le film, en fait, il a inventé le stylo Bic, le comment dire, les capsules de café, la machine espresso, la machine espresso, le comment dire, le déodorant à billes, on voit même la brosse à dents électrique à un moment. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs. Si c'était vrai, alors si c'est vrai, c'est complètement incroyable, parce que ce type normalement aurait dû devenir millionnaire en 2-2 en déposant ses brevets. Donc il y a quand même un truc que je trouve très bizarre, parce que même s'il est polonais, que c'est pas forcément facile de déposer des brevets, globalement on se démerde. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué à ce point-là. Donc il y a quand même un truc que je trouve assez curieux. Pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être faussaire, et on essaie de te vendre le fait que c'est parce qu'il se prend pour un artiste, sauf que le mec se pense jamais comme un artiste, il est inventeur. Enfin tout ça en fait, et on sent que tout ça n'est pas très bien construit, pas très bien conçu, et que le personnage a des contours quand même finalement assez flous, et donc du coup on se retrouve dans un truc qui est pas intéressant, parce que c'est pas intéressant de suivre ce personnage qui existe pas bien, quoi. Mais surtout, en fait, je pense que ça pose problème sur la partie, moi, que je trouve la plus frustrante du film, qui est du coup son face-à-face avec le flic, où en fait, il y a un moment donné où quasiment t'as l'impression qu'on est dans Zodiac, enfin, tu vois, que c'est vraiment le policier, le flic, lui qui l'appelle, etc. Mais il y a un gros problème, c'est-à-dire que comme lui est mal caractérisé et le policier aussi, moi, ce face-à-face, il prête un peu à rire. C'est-à-dire que quand même, il y a des scènes où il retrouve le personnage donc de Bastien Bouillon dans un hôtel, ils se retrouvent dans le même truc, il vient s'asseoir à côté de lui et il lui parle. Moi, j'ai l'impression que c'est un langage codé, les deux sont reconnus. Je comprends au bout de 10 minutes de la scène qu'en fait Bastien Bouillon, il est tellement à la bourre qu'il a toujours pas compris qu'il a le mec en face de lui, et donc il y a un espèce de truc de jeu de chat et la souris qui marche pas du tout entre ces deux personnages. C'est vraiment, arrête-moi si tu peux en rater. Mais vraiment. C'est vraiment le même projet, mais ça marche pas du tout. Mais surtout que ça doit être, à mon avis, une scène complètement inventée qui n'a pas dû arriver dans la vraie vie. Et ils vont dire, les seules libertés qu'il prend, c'est pour en fait bousiller son scénario. Donc c'est vraiment et tu vois, il y a deux idées aussi, c'est-à-dire que le gars, il fait ça pendant, je sais pas moi, 15 ans peut-être. Ouais, au moins. Ouais. Et que en fait, il fait ça dans un atelier secret, dans son atelier d'inventeur. Et en fait, son atelier d'inventeur, il ne bouge pas pendant 20 ans. Et sa femme, quand elle va dans l'atelier, le mec, ça fait 20 ans qu'il est sur une brosse à dents électrique, tu vois. Et les plans ne bougent pas, etc. Par ailleurs, le gars est faussaire, il commence pendant la guerre en faisant des faux papiers, et il met 10 ans à obtenir un passeport. Oui, enfin, tu vois, genre. Pourquoi il s'est pas fait des faux papiers? Enfin, il y a des trous, en fait, c'est très étrange.
Mais bon, en tout cas, on est d'accord pour dire que le fait divers en lui-même, moi j'étais contente de le découvrir parce que c'est assez. Le parcours de cet homme est fascinant. Clairement, ça se passe dans les années 50-60, donc moi je connaissais pas du tout cette histoire, quoi. Enfin, vraiment. Et puis, il est mort même, la naissance. Maintenant, ces faux vrais billets sont vendus comme des pièces d'art, tu vois. Oui, c'est la scène finale du film, qu'en fait aujourd'hui un faux, c'est considéré comme des Cézannes en fait de oui, on l'appelait le Cézanne des faussaires, quoi. Donc aujourd'hui, ça vaut très cher de s'acheter un faux billet. Mais bon, voilà, le fait divers est intéressant. On vous déconseille plutôt absolument le film. Et on va terminer nos débats de cette semaine avec une série. On vous en parlait il y a quelques instants. C'est Pluribus de Vince Gilligan. Bonjour Carole. Peut-on faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire ? Je vous lis le pitch officiel, même si je pense qu'on va se retrouver à débattre de ce pitch. Le pitch, c'est donc la personne la plus malheureuse au monde et la seule capable de sauver l'humanité du bonheur. C'est le pitch officiel, mais je trouve que ça en dit pas beaucoup sur la série. Est-ce qu'on a besoin de présenter Vince Gilligan? C'est donc le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, qui du coup revient à la série cette fois-ci sur Apple TV avec ce Pluribus, et il retrouve une des comédiennes de Better Call Saul, cette fois-ci dans le rôle principal, Félix. Ouais, complètement. Personnage très antipathique au début. J'avais très peur. Je me disais, oula, ça va être compliqué de suivre 8 épisodes avec elle. Et en fait, progressivement, le personnage évidemment évolue, devient, je trouve, très humain et très touchant. Oui, il va falloir qu'on en dise un peu plus pour parler, je pense, de cette série. Déjà, on peut dire quand même, parce que sur le personnage principal, qu'il fait il a un parti pris, c'est-à-dire qu'il prend une comédienne de plus de 50 ans. Donc déjà, c'est une femme antipathique, ce qui est sur le papier, malheureusement, dans la société dans laquelle on est, compliqué. Une femme de plus de 50 ans, elle est lesbienne. Enfin, vraiment, il a créé ce personnage comme, à mon avis, c'est terrible, mais pour que les spectateurs aient le moins d'empathie possible pour elle au départ. Et surtout, je crois que c'était un personnage masculin au début, qui est devenu femme. Mais parce qu'en fait, à cause de la comédienne. Il a commencé à écrire la série maintenant il y a une dizaine d'années, visiblement. Et en fait, en tournant avec elle, il s'est dit, c'est une héroïne. Rhea Seehorn. Bon, et donc du coup, dans le pilote, en gros, pour essayer d'introduire un peu le concept, on a une espèce de... Enfin, c'est pas vraiment une invasion alien, c'est... ça, je révélerai pas le procédé, mais il se trouve qu'il y a un virus qui apparaît sur Terre, qui contamine extrêmement rapidement tous les individus, et tous les individus se retrouvent connectés les uns aux autres en un seul et même organisme. Et du coup, c'est un organisme qui a tout le savoir humain et qui connaît le heavy de toute la civilisation, quoi. En fait, c'est un cloud, mais... C'est comme, c'est comme sur Internet, un cloud, mais où toutes nos données à nous. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un immense réseau social. Et il se trouve qu'il y a 12 personnes, si je dis pas de bêtises, en plus de l'héroïne, qui sont pas... 12 en la comptant. Ok. Qui sont pas contaminées, répartis un peu partout dans le globe, et donc du coup on va suivre la vie de cette femme, comment elle va essayer au début de lutter contre cette invasion, et progressivement se laisser un peu dépérir parce que elle est confrontée à une extrême solitude. Donc c'est une série qui est assez lente entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'action. Enfin, c'est-à-dire que je pense que tu regardes le pilote, il se passe beaucoup de choses, c'est un peu de la fin du monde, et du coup t'as l'impression qu'il va se passer énormément de trucs, et en fait la série passe son temps à dévisser et à aller autre part que les attentes habituelles. Moi, c'est quelque chose que je trouve super cool parce que je trouve ça à chaque fois très incarné et très justifié. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais mon petit malin et en fait j'ai envie de détourner les codes classiques parce que je suis un peu différent. Je trouve qu'en fait à chaque fois c'est pour raconter quelque chose de ces personnages, ou alors de grands concepts qui touchent à la liberté individuelle, au collectif, etc. Et je trouve que du coup en ça je trouve la série vraiment fascinante et hyper intéressante, juste encore une fois sociologiquement, et je pense que c'est quand même un des intérêts des séries, c'est que tu peux te permettre de suivre des personnages et justement d'étirer le temps parce que t'as le temps et que tu l'as pas au cinéma, et du coup ça permet d'avoir un personnage par moment qui refait 4 fois 5 fois de suite par épisode, ou sur chaque épisode la même chose, mais en fait ça raconte quelque chose d'elle, et moi ce truc là j'avoue que je le trouve hyper intéressant, et j'avais jamais vu ça, donc je vous encourage à aller voir, à vous confronter à Pluribus, parce que je trouve que ça pose des questions qui sont hyper contemporaines, même sur notre rapport à la communauté et aux libertés individuelles. Valentin ? Je suis assez d'accord avec ce que Félix a dit. Je trouve que la série est pour moi très réussie. Je suis pas un fan de série justement parce que je trouve que précisément en termes de narration et de rythme, souvent c'est quelque chose qui, je trouve que c'est trop linéaire. Enfin bref, là je trouve que la série a vraiment
un rapport au temps et au rythme qui est bien à elle, et je trouve que, comme tu disais, c'est extrêmement réussi parce que, je vais pas te répéter tout ce que tu viens de dire, mais effectivement tu comprends bien ce que le personnage veut faire, tu comprends bien dans quel état d'esprit elle est, tu comprends bien comment elle évolue, et je trouve que tout ça sonne juste, que tout ça est très humain. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont Il a prévu sur 3 ou 4 saisons apparemment. Ouais, je crois qu'il y en a 2 qui étaient déjà signés a priori, donc bon, on verra, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire de cette un peu boîte à mystère, parce qu'il y a un moment il faudra quand même aller dans le fond de l'affaire, je pense. Mais là, pour l'instant, on est vraiment au stade de la parabole de qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait cet apocalypse et que vous étiez tout seul. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous essaieriez de lutter? Est-ce que vous essaieriez de vous laisser faire? Il y a plein de personnages, notamment secondaires. Parmi les survivants, il y en a un notamment qui est hyper drôle, qui, en gros, se la joue James Bond. Je sais pas comment il s'appelle. Non, pas lui. Ah non, le tu parles du Mauritanien. Le Mauritanien. Qui est hyper drôle et qui lui pour le coup prend totalement possession de ses nouveaux moyens, c'est-à-dire qu'il considère que comme il a des gens corvéables à sa disposition, autant en profiter, et qu'il vit sa meilleure vie a priori. Et je trouve que vraiment tout sonne juste humainement, et j'adhère vraiment au pari au concept, c'est-à-dire que cette idée d'invasion, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils envisagent leur végétarisme, je vais rien spoiler sur tout un tas de ressorts scénaristiques de la saison 1, mais dont ils envisagent le fait de tuer ou pas des animaux, la manière dont ils gèrent l'économie d'énergie, enfin ils sont très écolos, hein, ouais, ça, ils sont hyper écolos, et en fait je trouve que l'écriture de ces dispositions là d'esprit, tout ça fonctionne très bien, donc en fait je suis complètement pris dedans. Et cette idée un peu de zombie, moi t'as parlé du cloud, moi je suis vraiment dit qu'en fait c'est ChatGPT quoi. Parler à ChatGPT, il dit qu'il l'a écrit avant Vince Gilligan, et effectivement a priori il avait démarré la série maintenant. Moi j'ai quand même beaucoup, il y a pas que ça, et je pense que ça d'ailleurs souvent c'est les très bonnes séries, c'est quand on peut pas dire c'est que ça ou c'est que ça qu'incarne la menace, mais moi j'ai pas quand il parle avec ces gens-là, on a l'impression qu'on parle avec ChatGPT. Bah ouais, parce qu'il sait tout, et il va tout dans ton sens, en même temps tu sens qu'il y a un truc vicieux et qu'il y a des règles non écrites que toi tu comprends pas et que lui-même comprend pas, mais contre lesquelles il peut pas aller. Donc bref, et du coup elle essaye au fur et à mesure de la série de comprendre comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'elle peut leur faire ou non, qu'est-ce que ça a comme conséquence. Bref, moi je trouve que ça a vraiment hyper bien écrit, tout l'univers fonctionne quoi, donc c'est génial. Je vais, avant de te donner la parole Charlie, j'aimerais bien qu'on entende Laurent, parce que je sais que t'es un peu moins dithyrambique que nous autres. Alors moi je remplace Yuri ce soir, qui lui a globalement détesté la série. Moi je suis quand même pas aussi violent, mais détesté carrément. Non, je crois qu'il dit qu'on aurait pu tout régler en 3 épisodes. Il trouve ça vraiment trop long. Mais je trouve que c'est pas le principe de la série. Il trouve que le rythme c'est pas le principe de Gilligan de manière générale. Non, il dit aussi qu'il est vraiment pas d'accord avec toi, avec Félix, parce qu'il dit que c'est plutôt une série de petits malins, et qu'en fait il voit les artifices de choisir d'aller là où tu l'attends pas. Moi je pense que ça se discute, et de toute façon c'est pas tellement ça moi qui me gêne dans la série. Moi j'y vois vraiment un vrai problème de rythme, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment des épisodes qui clairement ne servent à rien, tu vois, qui peuvent être réglés en une scène, et que c'est un peu bizarre, et qu'il y a vraiment des moments où en fait les choses se répètent tout le temps, et que t'es un peu là j'ai compris en fait, merci, et que j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt de faire ça, c'est-à-dire que marteler toujours un peu le même truc, c'est moi en tant que spectateur, j'ai soit un peu l'impression qu'on me prend pour un débile, soit l'impression que les personnages sont un peu débiles, et donc du coup j'ai un peu de mal à suivre tout ce truc là, parce que je trouve pas ça très intéressant. En dehors de ça, en fait, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont vraiment super. Je trouve que la série est plutôt intéressante et amène un truc vraiment inattendu et nouveau. D'ailleurs, moi, je l'avais même pas du tout imaginé comme une série de zombies, ce qui en fait se discute, parce que c'est vrai que il y a clairement des éléments zombiesques à l'intérieur de ça. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que honnêtement, ce côté un peu de vouloir toujours insister sur certains trucs et d'en profiter du coup pour se donner les scènes, il y a des moments qu'on a envie un peu de voir. Typiquement, moi, on peut parler de cette scène du supermarché dans l'épisode 3, qui est une super scène mais qui ne sert strictement à rien, qui moi m'énerve un peu perso. C'est-à-dire que je l'ai compris ça en fait dès la fin de l'épisode 1, enfin dès l'épisode 2 ce truc-là. Et donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on me rajoute ça. Je comprends qu'il se fait son petit kiff avec sa scène de supermarché, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et il y a beaucoup de moments comme ça moi dans la série où je suis un peu là à me dire genre ok super, non mais ça te fait marrer de le faire mais ça ne sert à rien. Et donc je suis un peu Moi je suis pas d'accord, je trouve que le fait d'en arriver à la conclusion de voir cette meuf toute seule et qui est trop contente parce qu'elle est toute seule dans son supermarché et que ça la rassure d'avoir son supermarché à elle et qu'il soit revenu alors qu'on aurait pu lui livrer de la bouffe. Oui mais tu vois, moi je trouve ça génial, c'est ce que ça raconte de notre civilisation, de elle sa place, et elle qui pour en plus est un personnage hyper réfractaire, oui, mais qui est censé être hyper critique de tout, hyper sassy. Dès qu'elle est dans l'avion, elle est prise dans des trucs dès qu'elle est dans l'avion dans l'épisode 2 pour moi on le comprend aussi. Mais bon bref. Mais elle est dans le
déni. Enfin, je pense oui, mais que bien sûr, c'est pas comme le bien spectateur. sûr, Mais du coup, et là, bien sûr qu'elle est dans le déni. Ouais. Mais du coup, le choix de montrer ce personnage autant dans le déni aussi longtemps, je trouve que c'est inutile. Tu vois, j'ai compris. Et il y a pas mal de moments comme ça où peut-être qu'il aurait fallu faire des équipes, peut-être qu'on aurait pu faire autre chose, mais que justement tous ces personnages dans le déni, parce que j'ai pas envie de trop spoiler, mais il y a d'autres épisodes comme ça où vraiment on en rajoute et que je comprends un peu le sentiment de Yuri qui dit ça aurait pu durer 3 épisodes. Je pense qu'il exagère un peu, mais ça fait 9 épisodes. On aurait pu, franchement, il y a des épisodes qui auraient pu être ramenés pour en faire au moins 2 voire 3 de moins et ça n'aurait dérangé personne, voire ça aurait rendu la série un peu mieux à mon sens. Et pour c'est aller un peu le problème que j'ai avec ça. complètement contre toi, moi je trouve qu'il manque un épisode entre l'avant-dernier et le dernier pour vraiment suivre le parcours psychologique de Carole et notamment son lien à la menace. Et moi, alors là pour le coup non, au contraire je trouve que c'est un truc qui est très bien fait parce que j'ai très bien compris. Je trouve, moi aussi, mais émotionnellement je trouve que c'est le petit moment où pour moi il y a un petit gap qui passe sans que je l'ai vu, et je trouve que justement ce qui est hyper intéressant c'est la manière dont tu vois ce personnage évoluer, certes lentement, mais en même temps pour l'emmener de ce point A à ce point B, je trouve qu'on a besoin de temps et qui dévoile des éléments de sa personnalité, de son histoire de manière assez maligne. Elle commence à évoluer en épisode 4 sur 9. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pardon, je suis désolé, mais l'épisode 3, il est particulièrement gênant là-dessus. On va peut-être donner la parole à Charlie qui va parler depuis le début. Charlie, Pluribus alors. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est un peu ce retour aux séries à The Leftovers. C'est-à-dire. À laquelle je pense on pense beaucoup. Exactement, où il y a cette espèce d'événement qui est à la fois très précis, en même temps très vague, et qui permet à. Il y a vraiment plein de gens autour de moi qui ne voient pas les mêmes choses dans Pluribus en fait. C'est-à-dire que ma pote Bonnie va y voir la possession par rapport au corps des femmes pour toute l'histoire de ces ovules qui ont été enfin bref, je vais m'arrêter là. De thérapie de conversion, bref. Exactement, il y a des gens qui vont beaucoup voir le deuil là-dedans, alors que moi c'est une partie du sujet qui me passe complètement à côté. Moi ce que j'ai trouvé trop drôle, c'est que je voyais pour une fois une série américaine de science-fiction qui prenait à revers ses propres codes, c'est-à-dire que tout d'un coup t'as ce personnage blanc qui parle anglais qui doit sauver le monde et le monde lui dit je ne veux pas être sauvé. D'ailleurs il y a toute une question sur le langage où elle n'est pas du tout intéressée par les gens qui ne parlent pas anglais. Oui. Et à tel point que les personnes, elle représente un petit peu la Karen blanche américaine. Moi je l'interprète, c'est parce qu'elle parle pas autre chose et qu'elle a pas envie d'être suivie et qu'elle a pas envie d'être traduite. Alors. Oui, mais il y a un truc que je trouve très intéressant. Moi, il y a un truc un peu raciste là-dedans. Et de toute façon, il y a américain. Exactement. Et dans toute la série, il y a ce truc-là, à tel point qu'à un moment, elle se rend compte qu'ils ont un groupe WhatsApp sans elle, parce que c'est un peu la meuf blanche relou du truc. Donc moi, j'ai eu cette grille de lecture qui était aussi qui était là et qui n'était pas la même que plein d'autres gens autour de moi. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir à nouveau des séries où on ne met pas qui suscite le débat parce qu'on n'est pas tous d'accord sur l'interprétation. Ouais, complètement. Et qu'il laisse ouvert. Je pense qu'effectivement là on se rejoint pas, c'est que moi ce que j'apprécie dans la série, effectivement on n'a pas l'image. Je pense que ce que j'apprécie dans la série, c'est ce que toi et Yuri vous avez peut-être pas aimé, c'est-à-dire que c'est effectivement les moments de flottement, les moments d'interprétation, les moments où la série prend le temps d'élaborer des trucs. Non mais alors on n'est pas. Je pense que c'est là-dessus fondamentalement on n'est pas d'accord. Non mais alors et c'est ok parce que du coup je trouve que c'est bien que la série crée ces débats-là. C'est marrant parce que je suis pas d'accord. Enfin je pense pas. C'est-à-dire que justement le fait qu'il y ait du mystère, qu'on sache pas trop que ce soit. Pas ça. Non, le fait que c'est vraiment une question de rythme pour moi. C'est pas une question de l'histoire. Et qui est une question de rythme. Et de comment tu prends. Moi j'ai vraiment pensé à l'épisode de Breaking Bad où il y a la mouche là dans l'entrepôt. En fait il se passe rien pendant une heure. Ça va être encore un même. C'est la première série de Gilligan que je vois. Donc évidemment. En gros il y a un épisode de Breaking Bad où on est enfermé dans un labo. En plein milieu d'une saison où il y a des enjeux importants en plein milieu du scénario évidemment. Ils sont enfermés avec une mouche dans un laboratoire. Ils peuvent pas se remettre à produire tant qu'ils ont pas trouvé la mouche et donc du coup ils chassent la mouche pendant une heure et il parle. Et c'est tout. Voilà, il cause. Et vraiment, Better Call Saul pousse ça encore plus loin en termes de rythme. Moi, j'aime beaucoup Gilligan, mais je sais que typiquement, dans Better Call Saul, il y a des moments où je me disais, mais quand même, il abuse un peu. Je trouve que Pluribus, on est à un endroit où ça reste, à mon sens, assez agréable et où ça, au contraire, j'ai une espèce de, je trouve que ça mène un vent de fraîcheur par rapport à typiquement les séries Netflix où on a besoin, on doit tout te dire dans les 5 premières minutes. Et ben là, putain, ça prend le temps de se décanter et tant mieux, quoi. Après, chacun fait son avis. Encore une fois, c'est une question de goût. Je pense que moi qui suis pas un fan de séries hyper cut, qui encore une fois te font rentrer des trucs comme ça hyper vite pour que tu t'ennuies pas. J'aime bien me poser devant la série. Genre, j'ai apprécié l'expérience de visionnage. Ouais, mais tu vois, c'est là. Après, c'est presque un truc de philosophie de comment est-ce qu'on conçoit le truc. Mais à partir du moment où j'ai compris quelque chose, j'ai pas besoin qu'on me le rabâche. Et donc du coup, j'aime quand les scènes, elles ont vraiment un intérêt important et qu'elles ont une raison pour être là. Mais bon.
c'est une logique d'efficacité qui est pas complètement celle de Pluribus. Mais voilà, alors ça tout à fait. Mais en tout cas, c'est une série. Regardez Pluribus si vous l'avez pas et la réalité, c'est que moi je trouve que c'est quand même plutôt une bonne série et que c'est vraiment plutôt intéressant. Tu fais l'avocat du diable. Je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des épisodes en trop et que c'est quand même un peu bon, voilà, mais ça reste intéressant. Mais en tout cas, on aura l'occasion de débattre de la saison 2 quand elle arrivera, et ça, ce sera quand même très chouette. On passe tout de suite au reco de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et Manon, c'est toi qui as une recommandation aujourd'hui pour nous, et c'est pas un film qui est en salle. Non, c'est un film qui est sur Arte TV en ce moment, je ne sais pas jusqu'à quand. C'est le second film de Alice Rohrwacher, Les Merveilles. Moi, j'ai vu pas mal de films de cette réalisatrice italienne et je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs. C'est l'histoire en fait d'une famille d'apiculteurs dans les années 90 dans la région de l'Ombrie, en Italie, qui a une exploitation agricole pas tout à fait aux normes et qui galère un peu. Et la fille aînée de la famille va les inscrire à un espèce de télécrochet d'artisanat local présenté par Monica Bellucci, un peu en loose day. Le père est un peu brutal et un peu contre ça, et elle va le faire et elle va les inscrire donc à ce télécrochet et c'est vraiment un super, enfin ça se concentre quand même beaucoup sur la fille aînée, et donc ça fait presque un peu film de coming of age, voilà, dans l'Italie agricole comme Alice Rohrwacher la filme beaucoup, avec beaucoup de poésie. C'est plein de gens qui sont pas forcément faits pour se rencontrer. C'est une vision pas du tout fantasmée de l'Italie, mais filmée toujours de façon très très belle. Et voilà, moi j'adore cette réalisatrice et ce film est vraiment super. Je vous encourage à le regarder sur Arte TV. Et voilà, il est dispo gratuitement sur Arte TV, et on termine comme toutes les semaines avec une carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et cette semaine, c'est toi, Félix, qui conclut l'émission en nous parlant du documentaire Tarnation. Oui, après avoir agité les foules avec ma précédente carte blanche sur le cinéma bourgeois, je me suis dit cette fois que j'allais me faire discret et vous parler d'un film que j'aime beaucoup, histoire d'envoyer des ondes positives et de l'amour à tous mes cinéphiles sûrs. Nous allons donc parler de maltraitance d'enfants, de maladies mentales, d'abus physiques et du Texas, puisque j'ai choisi aujourd'hui de faire l'éloge d'un documentaire expérimental peu connu et pourtant sidérant, Tarnation, réalisé par Jonathan Cowatt. Alors, je vais vous décrire le début du film pour contextualiser le projet, avant d'entrer dans les détails et l'analyse. Tarnation s'ouvre sur un générique composé d'images d'archives de la famille de Jonathan Cowatt. On nous présente ses grands-parents et une femme d'une 40aine d'années, déguisée, qui chante face caméra. C'est sa mère, Renée Leblanc. La musique devient progressivement distordue, inquiétante, il y a soudainement un plan de brume en 3D dégueulasse, avant de passer à une autre séquence étrange. Jonathan, adulte, raconte à son compagnon qu'il vient de faire un cauchemar sur sa mère. La scène est clairement jouée, assez maladroite, avec une image numérique de très mauvaise qualité. On a l'impression de regarder un mauvais film de famille, amateur, presque gênant. Puis un événement vient lancer le film. Jonathan apprend via un message sur son répondeur que sa mère a fait une surdose de lithium potentiellement mortelle. Il pleure, mais tout paraît presque faux, joué. Pourtant, juste après, il appelle l'hôpital et là, son émotion semble authentique. On ne sait plus. Est-ce que c'est du jeu, du documentaire? Est-ce que tout est vrai, faux? Le film place immédiatement le spectateur dans une position très inconfortable. À partir de là, le film commence réellement. À travers des cartons, des photos et des vidéos d'archives, Tarnation raconte l'histoire de la famille de Jonathan, des années 50 jusqu'aux années 2000. Et c'est ça Tarnation, c'est un journal intime fait de collages, d'images brutes et d'autres très expressionnistes, filmé par un garçon qui, dès l'âge de 11 ans, commence à filmer sa vie. Mais la question c'est pourquoi? Et c'est là que je fais un disclaimer, Tarnation, même sans images graphiques, est un film extrêmement violent psychologiquement. C'est un documentaire d'horreur, parce que la famille de Jonathan est profondément dysfonctionnelle, à tel point qu'il a été placé dans plusieurs familles d'accueil, souvent tout aussi malsaines, et du coup sa vie est marquée par des traumatismes répétés qui l'ont brisé. Et déjà on peut s'arrêter là-dessus, Tarnation est un témoignage édifiant de ce que la société et le mythe américain tente de cacher derrière son vernis de petite famille nucléaire parfaite. Mais le film a l'intelligence de ne jamais complètement condamner, d'essayer de comprendre par l'observation, ce qui, à mon sens, en fait un très grand documentaire. Il expose beaucoup, mais explique peu. Il présente des situations, des émotions, sans les commenter frontalement. En fait, le commentaire semble presque venir des images elles-mêmes. Elles se révèlent à mesure qu'on les regarde, elles capturent toute l'ambivalence des gens qui y sont filmés. Cette ambivalence traverse tout le film. Tarnation est extrêmement douloureux, mais aussi traversé par une envie de vivre. Jonathan refuse de se définir uniquement par son traumatisme. Il y a de l'humour, une bande-son pop très forte, et surtout un récit d'affirmation d'identité, queer en l'occurrence, parce que Jonathan explore son homosexualité sans filtre, la questionne de manière saine, positive, et surtout la célèbre.
L'ambivalence est formelle également. Il mélange des images d'archives du coup très réalistes et des envolées abstraites presque cauchemardesques. On pense beaucoup à David Lynch, cité dans le film d'ailleurs, et notamment à son dernier film Inland Empire, dont j'avais sommairement parlé dans ma carte blanche sur Nana Horror. Et en fait, il se trouve que Lynch et Jonathan partagent cette volonté d'effrayer avec une technologie émergente, parce qu'on est dans les années 2000, qui commence tout juste à se démocratiser, le cinéma numérique. Sauf que là où Lynch construit un cauchemar, Jonathan le subit et le documente. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, le film est entièrement monté sur le logiciel iMovie, qui est un logiciel gratuit sur Mac. D'où le look amateur et la brume en 3D dégueulasse de l'intro. Jonathan va utiliser tous les effets et les artifices bas de gamme, certains diraient cheap même, du logiciel, pour tordre les images et en sortir une laideur et une beauté à la fois fascinante et terrifiante. Et le plus fou, c'est que Tarnation est sorti en 2003 aux États-Unis, soit 3 ans avant Inland Empire. Et c'est ça qui me touche profondément, voir quelqu'un utiliser les seuls outils à sa disposition pour exprimer ce qu'il ressent au plus profond de lui. Là où, dans 99% des cas, ça donnerait une mauvaise vidéo YouTube, la sincérité et l'intrication très forte entre les conditions de création de ces images et les ressentis de Jonathan font de Tarnation un grand film de cinéma, et même assez visionnaire, annonçant l'ère des vlogs. Parce que ce concept d'image privée articulée par le montage pour devenir un récit, évidemment, c'est très moderne. Ce partage d'intimité et toutes les questions de voyeurisme que ces images posent sont des questions fondamentales, je pense, dans la société d'aujourd'hui. On reproche d'ailleurs parfois au film d'être égocentrique, de prendre le spectateur en otage. Je trouve cette critique profondément injuste. À mon sens, c'est rater l'intérêt principal du film. Pour Jonathan, filmer, c'est survivre. Filmer, c'est reprendre le contrôle sur sa vie et sur un récit qui lui échappe, qui l'écrase. Filmer, c'est exorciser la violence qu'il a subie pour se reconstruire. Il y a une scène assez bouleversante où Jonathan, à 11 ans, incarne un personnage face caméra, une femme battue par son mari. On comprend immédiatement les liens avec sa propre vie, le jeu devient une catharsis. Filmer permet à la fois de reconstruire et paradoxalement de se confronter brutalement à sa propre fragilité, ou celle des autres, comme sa mère. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais Renée, sa maman, est un personnage vraiment central du film. Il y a un élément que je vous ai caché, Renée est atteinte de démence. Mais sa folie est le résultat d'une violence institutionnelle. Ayant grandi dans les années 50, elle a subi des électrochocs enfant pendant plusieurs années, alors qu'elle n'avait à l'origine aucun trouble diagnostiqué. Elle a passé plus de 100 séjours en hôpital psychiatrique. Donc quand Jonathan filme sa mère, le film pose une question essentielle. Jusqu'où exposer l'intime? Parce que Renée n'est clairement pas en capacité de consentir à son image. Mais l'effacé du film, ce serait nier la réalité de Jonathan et également la violence d'une société qui a détruit sa mère. Il choisit donc de la faire exister dans son ensemble et de faire exister sa folie. Il l'inscrit dans la durée avec des plans très longs où Jonathan laisse sa mère s'exprimer même s'il n'y a aucune cohérence. C'est inconfortable mais toujours traversé par une tentative de lien. C'est là la grande force du film, pardon. Même si elle a détruit Jonathan, ça reste sa mère et son empathie et son amour pour elle transparaît dans chaque plan. Tarnation, c'est un cri, c'est un film pour exister et faire exister, une œuvre qui crée son propre langage pour exprimer une intimité brisée, une expérience violente mais profondément humaine qui n'a et n'aura aucune équivalence. C'est un film unique. Merci. Où est-ce qu'on peut découvrir Tarnation? Alors je crois qu'il est disponible sur internet gratuitement, il me semble, sur un site un peu obscur. Et sinon, je me suis pas renseigné du tout, mais je pense qu'il doit être disponible en VOD un peu partout sur peut-être Canal+. Et bah très bien. Bah voilà, vous le trouvez je vous laisse sur faire internet. Votre petite tambouille, mais voilà. En tout cas, il est facile d'accès. Et on vous en encourage streaming illégal si jamais vous êtes des pirates. On vous encourage à le découvrir. C'est la fin de cette émission. On se dit bien sûr à la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à réagir à cette émission. On est toujours trop content de vous répondre dans le courrier des perchés. Bonne semaine.